Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 1er décembre 2022, il est 8 heures. Nous serons ensemble jusqu'à 10 heures du matin, comme à l'accoutumée. Mina Abadi parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour Nol. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Oui. Le 1er décembre, ça t'évoque quelque chose? Certainement. Oui, mais je ne sais pas si c'est ça. Vas-y. Le 1er décembre, c'est une journée très particulière. Pour? Dossier santé. Oui, pour alors c'est ça. Pour le petit indice. C'est ça, le ruban rouge? Le ruban rouge, effectivement. Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sensibilisation au sida. Le mois de décembre, c'est le mois de sensibilisation au sida par excellence. Nous en parlons ce matin déjà de tout ce qui a été fait durant l'année, on le dit à chaque fois. Donc ce genre de journée nous permettent de faire une halte, de faire un bilan de ce qui est fait, de ce qui doit se faire, de ce qui reste encore à faire. Donc nous en parlons ce matin en compagnie de nos invités. Nous en parlerons aussi tout au long du mois, parce que c'est un mois quand même qui est dédié à la sensibilisation au sida. Aussi, il s'est réellement, il faut dire, installé comme une véritable tradition, le Festival international du cinéma d'Alger. Véritable tradition. Pourvu que ça dure, effectivement, après 2 ans d'absence, justement, mine de rien, suite à la situation sanitaire. Donc, le festival international du cinéma d'Alger revient cette année dans sa 11e édition. Mine de rien, 60 films sont programmés, dont 25 pour les compétitions. Donc, l'ouverture est prévue demain et ça va continuer jusqu'au 10 décembre. Jusqu'au 10 décembre. Donc ça va se passer au niveau de la salle Ibn Zaydoun. Voilà, donc du côté de l'office de l'OREF. Voilà. Nous parlerons également ce matin, alors tu sais, c'est l'hiver. Alors l'hiver aussi est synonyme aussi de beaucoup, malheureusement, d'intoxication au monoxyde de carbone. On en parle chaque année. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée de l'hiver, on a vraiment du mal, on oublie parfois. Ça n'arrive pas qu'en hiver, hein. Ça peut arriver en été. Voilà, effectivement. Donc, il faut dire que chaque année, on fait quand même une campagne de sensibilisation du moment qu'on oublie ou peut-être on ne fait même pas attention, on n'a pas vraiment la présence d'esprit à chaque fois de vérifier un petit peu ces chauffages et après, donc, ce sont des dégâts irréversibles, parfois mortels. Donc, nous en parlons ce matin de la nécessité, encore une fois, de faire attention à ce tueur très silencieux. D'ailleurs, nous parlons également ce matin de la photographie, de la passion pour la photographie. Une très belle exposition est en train de se tenir en ce moment au niveau de la médiathèque Mustapha Keteb. Voilà, c'est parfait. Une passionnée sera parmi nous ce matin. Aussi, une nouvelle discipline dans l'équitation. Une nouvelle discipline, non, c'est une discipline quand même qui est assez connue dans le monde. En Algérie, elle se fait un petit peu, on va dire, un petit peu timide. Et justement, tout un show, un concept est en train de se mettre en place afin d'initier justement les universitaires qui sont un petit peu inscrits dans les clubs équestres. Ça s'appelle tout simplement le dressage. D'accord, voilà, oui. Le dressage, voilà, c'est une discipline donc en équitation et tout un concept justement pour développer, encore une fois, cette discipline est mise en place. Nous en parlons encore une fois ce matin. Nous terminerons l'émission avec un très bel événement, un événement qui aussi s'installe comme une véritable tradition. On l'a pratiquement chaque mois, tous les 2 mois au niveau de l'Opéra d'Alger. C'est l'exposition artisanale ou le salon artisanal, donc qui est conjointement organisé par la Galerie Yasmine et aussi Lydia Ladjouzi. Voilà. Exactement. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. On remercie Mariam Akak qui nous a concocté ce programme. Mais avant de commencer, Mina, tu nous donnes quelques nouvelles du ciel? Oui, oui. Et ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et de retour sur le plateau, cette fois-ci, donc les nouvelles du ciel, nous avons été gâtés ces 2 derniers jours. Par la pluie. Exactement. N'est-ce pas? Le ciel s'est montré quand même clément. Oui, c'est beaucoup de pluie. Hier, la journée. Il y a eu même de la neige sur les hauteurs. D'accord. Bon, sur les hauteurs, je n'ai pas suivi, mais je sais que sur Alger, nous avons été bien gâtés par la pluie. Ça va continuer? Pas pour aujourd'hui, non. Pas pour Peut-être aujourd'hui. quelques petites gouttes là, mais pas grand-chose. Par-ci, par-là. Pas pour... Non.
Bon, Pas comme hier, hein, comme hier. malheureusement, mais bon. Oui. Bon, ça va. On imagine que ça va encore s'installer petit à petit. Oui, ça va revenir, ça Voilà. va revenir. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. C'est à toi. Merci beaucoup, rebonjour à tous, excellent réveil. Effectivement, petite accalmie pour aujourd'hui avec un ciel partiellement voilé sur l'ensemble des régions nord. On notera quelques passages nuageux vers les Aurès, un ciel voilé sur les Oasis, le Nord Sahara, ou encore la Saoura, le long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, de fréquences sous la mande de sable sur le sud-ouest, et puis un ciel plutôt dégagé sur le Sahara oriental ou encore le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent toujours en légère baisse et de saison sur la moitié nord avec un minimum de 10 degrés à Al-Bayad Nahama, 11 du côté de Djilfa, on notera 13 degrés à Constantine, Batna 15 degrés, Tizi Ouzou 14 degrés du côté de Tiaret-Chlef Rilizan, 18 degrés à Annaba, 16 degrés à Alger, 17 au Rant Tlemcen, 17 également à Gardaya, Béchar, Hassim Saoud, 24 degrés à Ilizi, 22 degrés à Adrar, 23 Insalah et enfin la maximale atteindra les 28 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer calme un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h. Vers les côtes ouest, entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 30 km/h. Pardon, vers... Je me suis retenue et puis voilà, c'est sorti. On ne retient pas ce qui est naturel quand même. Exactement. Donc je disais entre 10 et 30 km/h. J'ai dit à tes souhaite-nous un peu de pluie. Je souhaite beaucoup de pluie. Ben voilà. Beaucoup de pluie, de la neige aussi, du froid. Surtout. Voilà. Une véritable saison hivernale. Une véritable saison hivernale, exactement. T'es contente? Très contente. Je peux finir? Oui, bien sûr. Alors, comme je disais, entre 10 et 30 km/h vers les côtes est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était donc les nouvelles du ciel. On retient quand même des températures de saison, mine de rien, Mina. Oui, donc, 16 le degrés, retour de c'est froid, excellent. Du froid plutôt. Exactement. Voilà, le retour du froid, on s'attend quand même à un retour de pluie. Tu nous l'as souhaité, hein? Non, il faudra s'attendre au retour des pluies, Voilà, bien sûr. il faudra s'attendre au retour de pluie. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec pour plaisir. plus de détails. Et à celui de 19h. 19h. À 19h, probablement Tout à que fait. tu nous annonceras de la pluie. Je l'espère. Oh, je l'espère aussi. Pour demain. Je l'espère aussi. Darine est là et Mina a refusé de lui donner son café. Hein. C'était juste pour te garder finalement. Non, mais non, je donne pas. C'est Ah, on a comme ça. compris. C'est voilà, je le cache pas. On se voit à 10h. Je suis honnête, je le cache pas. On se voit à 10h pour un deuxième café? Oui, Allez. peut-être même pour un troisième. Tiens. C'est déjà pas mal. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure et comme à l'accoutumée, ce sera pause musicale avant de retrouver notre première invitée. Cette fois-ci, ça va être Shemso Friklan et on se retrouve juste après. غير ما نسقسوش خلوني وحدي عايش لبايا وقت الشدة نسيتوني تبعتوا هضرة الناس حتى حبابي وضروني قلت لي وداير رمايا مع الطيحة باعوني بان ما فيهم غير لسان مكان عيت منكم يا والله بالي قصر القلب اتكسر وانتم كل شي ما صار خلوني راني مدمر منكم مدمر وانتم كل شي ما صار عيت منكم يا والله بالي قصر القلب اتكسر وانتم كل شي ما صار خلوني راني مدمر منكم مدمر وانتم كل شي ما صار شحال عيت من الهدات كل يوم كاين خرجايات منكم باللي تجوني مار واللي ننسى روحي نهجر العباد غير اللي بحالي يفهمني صح مرة وما تتنساياش اللي في غيبي يحسدوني والله ما يتهناو عيت منكم يا والله ماني نقصر القلب اتكسر وانتو كل شي ما صار خلوني راني مدمر منكم مدمر وانتو كل شي ما صار عيت منكم يا والله ماني نقصر القلب اتكسر وانتو كل شي ما
Et c'était donc Chemso Friklan. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au 7e art, puisque le Festival international du cinéma d'Alger revient dans sa 11e édition. Nous en parlons ce matin en compagnie du directeur artistique de ce festival, à savoir professeur Ahmed Bdaoui. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Marhaba bik. Marhaba bik, Allah yaslimek. Alors, après 2 ans d'absence, voilà que le festival revient enfin. Effectivement, et j'espère que le public surtout, parce que notre objectif c'est le public, Oui. j'espère que ça a manqué au public et qu'il va nous le montrer en arrivant en masse, parce que effectivement toutes les manifestations ont dû être suspendues pour des raisons sanitaires qu'on comprend parfaitement. Et donc on avait préparé l'édition de 2020 avec Madame Yahi, qui est la commissaire que je salue ici. On avait préparé cette édition et puis au dernier moment ça n'a pas pu se faire, comme pour beaucoup de choses de par le monde. Et donc, on a repris le travail que nous avions fait, la préparation de 2020, et on a rajouté des nouveautés pour 2022, ce qui veut dire que pratiquement, c'est une édition qui est une édition 2 en 1. 2 en 1, il y a plus de films, plus de lieux de projection. La nouveauté, c'est qu'avant, on avait deux salles de projection, maintenant on en a 5. 5 répartis. 5 répartis. Alors, nous avons déjà Ibn Zaydoun, mais sinon pour les autres salles, le Cosmos. D'accord. Là, nous utilisons cette année la salle du Palais de la Culture, qui est une très belle salle que nous avons équipée pour ça, pour l'occasion. Nous avons également la Cinémathèque et la petite salle de France Fanon. Voilà, donc le nombre de films que nous avions, bien sûr, nous avons été contraints d'en éliminer, non pas parce que nous les aimions pas, mais il n'y avait pas de possibilité de caser plus. On a fait le maximum et il y a 3 fois plus de films que l'édition passée. L'édition passée, effectivement. 3 fois plus de nouveautés également, 3 fois plus d'avant-premières. Nous avons une dizaine d'avant-premières et nous avons également, chose qui est quand même pas commune aux autres éditions, parce que c'est un festival international qui fait la place à toutes les parties du monde, à tous les continents. Donc, il est très difficile de donner trop de place à un continent, même aux films algériens. Mais cette année, nous avons quand même 7 films algériens nouveaux en avant-première. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu le programme, donc des films qui seront organisés, qui seront programmés, pardon. Qu'en est-il des films qui sont en compétition? Alors, il y a des films en compétition. Bon, je vous ai dit, on a 7 films nouveaux algériens, long-métrages, dont le dernier film de Marzak Alouache, La Famille, qui est un très très beau film, La Dernière Reine d'Alger, qui va clôturer le festival, que tout le monde attend, qui est un gros événement, qui est passé à Adila Bendimred, de Adila Bendimred et de Damia Honouri, son époux, qui est un très beau film. Nous avons également en avant-clôture Nos Frangins, qui est un film de Rachid Boucherb, et à cette occasion, les comédiens vont venir le jour de la projection, le 9, ils vont donner une masterclass sur le métier de comédien. Alors je cite, évidemment, ce sont des vedettes, Reda Kateb, Nina Khoudri et Samir Ghesmi. Tous les 3 vont donner au Palais de la Culture cette masterclass. Alors, donc, on a Soula, on a beaucoup de nouveautés parmi les films algériens, et nous avons privilégié dans la compétition, puisque nous ne pouvons prendre qu'un film en compétition algérien, pour ne pas déséquilibrer le tout, le fait est qu'il n'y a que 9 films en compétition pour la fiction. Nous avons pris Ergo, qui veut dire le rêve, qui est un film en amazigh, et qui est de Belkacmi, Omar Belkacmi, qui est un très joli film qu'on a découvert au Festival de Saïda, et qui est un film sur le patrimoine culturel national. Ça nous a beaucoup émus, et donc on a fait un clin d'œil à la nouveauté, à la jeunesse aussi, à l'audace. Voilà, donc à côté de cela, nous ouvrons en compétition avec un film palestinien, parce que c'est un message, c'est The Stranger, l'étranger, qui est l'étranger chez lui. C'est l'inverse de l'étranger de Camus. C'est-à-dire que Camus a fait de nous des étrangers, et finalement, les occupants en Palestine ont fait des Palestiniens des étrangers chez eux. Donc c'est ce drame qui se joue. Nous avons également des films anglais, canadiens. Alors, on se focalise sur des cas humains ou des cas, des causes
les causes humaines. Ça a été donc un peu le facteur sur lequel vous vous êtes basé dans la sélection, parce qu'il y a quand même une soixantaine de films. Oui, il y a une soixantaine de films, c'est énorme. Voilà, qui sont programmés. Donc c'est un peu cet aspect humain que vous avez favorisé, on va dire, que vous avez privilégié dans la sélection des films. Alors je vais vous dire, au début, les premières éditions, quand on a dit c'est un festival du film engagé, ce sont des gens engagés politiquement qui sont venus. Voilà. Et qui. Mais c'est vrai que ça a prêté un petit peu à confusion. Jusqu'à un certain temps. Il y a 10 ans, c'était encore un peu confus. Maintenant, l'engagement, quand vous dites je suis engagé sur des causes de l'environnement, par exemple, ou sur les causes de la défense de l'enfant, sur l'égalité homme-femme, c'est un engagement très fort. C'est ça notre engagement. En fait, nous avons 2 causes politiques qui sont majeures, qui sont la question palestinienne, et nous avons consacré 2 films et une sélection de courts-métrages d'une association à Ramallah qui s'appelle Chechet, Nisa, et qui fait des films, qui produit des films pour des jeunes femmes dans des ateliers. Et nous leur rendons hommage cette année. L'hommage est rendu à Chechet. Et puis, là, bien sûr, le problème de la décolonisation qui persiste encore, que ce soit en Palestine ou en Sahara occidental. Voilà. Donc, à part ça, le reste, ce sont des causes humaines. Les minorités, par exemple. Le Canada, nous avons sollicité le Canada et ils nous ont envoyé des films, nous avons sélectionné des films qui parlaient des Indiens, la manière dont ils ont été traités, maltraités, écrasés pendant un certain temps. Et aujourd'hui, le gouvernement canadien reconnaît cela, il prend en charge ce problème et il demande pardon aux populations inuites et indiennes qui ont été vraiment malmenées dans l'histoire. Donc, voilà, on jette un regard sur toutes ces causes qui sont importantes. Et puis, bien sûr, je vous dis, cette année, nous avons voulu placer beaucoup de films algériens parce que, évidemment, la situation du cinéma algérien, on espère que les festivals sauront un petit peu dynamiser, être la veilleuse qui continue à donner de l'espoir pour le cinéma algérien qui est dans une situation, évidemment, difficile. Hein. Ce sont des périodes très difficiles. Voilà. Donc, nous avons une compétition également documentaire. Les films dont je vous ai parlé sur les Indiens, c'est dans le domaine des documentaires. Et nous avons également une compétition dans le court-métrage. Donc, 3 jurys. 3 jurys complets, court-métrage. Et puis nous avons des focus, nous avons 6 focus autant que je m'en souvienne. Il y a le focus découverte, c'est pour les jeunes, découverte de nouveaux talents. Ce sont pas... Qu'est-ce que vous appelez, professeur Bdiaoui, des focus? Les focus, ce sont des rubriques, des films que nous n'avons pas pu mettre en compétition. D'accord. Parce que c'est limité, c'est 9 films par section, pour que le jury ne soit pas trop surchargé, les 3 jurys. Et donc, nous les avons placés dans des focus. Les focus découvertes, ce sont des jeunes qui, à notre avis, on ne pouvait pas les sélectionner, il n'y avait pas de place, mais ils méritaient un regard, parce que c'est peut-être l'avenir du cinéma algérien. Donc, c'est découvrir des talents, c'est aussi l'objectif du festival. Et puis, nous avons un focus sur les retrouvailles. Retrouvailles, c'est un focus sur le patrimoine filmique qui est vraiment en danger, le patrimoine filmique algérien, et nous avons redécouvert, en association avec la Cinémathèque de Bologne et avec l'Institut national d'audiovisuel en France, 2 films algériens qui étaient réputés complètement perdus, qui ont été rénovés, restaurés, qui vont être projetés pour la première fois. D'accord. Et donc ça, c'est un événement quand même important. Il va y avoir un panel avec des spécialistes de Bologne, de l'INA, etc., de la Cinémathèque algérienne, de CNCA, qui vont parler de ce problème, de la nécessité de préserver le patrimoine filmique algérien. Nous avons également un focus sur les résistances, les différentes résistances dans le monde, et bien sûr un focus sur le 60e anniversaire. C'est quand même, ça coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance. Donc, mais là, nous avons pris un angle particulier. Au lieu de prendre des films algériens qui vont parler de notre révolution, nous avons pris des films étrangers qui parlaient de notre révolution. Voilà. C'est le regard des autres sur notre révolution. Je pense que c'est un angle intéressant. Ça reste quand même des regards croisés, effectivement, professeur Bdiaoui. Mais sinon, en marge donc, de toutes ces projections, il y a les masterclass aussi qui sont très intéressantes. Que je finisse, que je n'oublie pas le focus des femmes, parce qu'elles vont me vouloir. Bon. Elles vont me vouloir. Donc il y a un focus femmes qui est très intéressant, avec des films vraiment très intéressants.
Et puis, il y a les masterclass. Donc, j'ai évoqué la première masterclass qui était celle du métier de comédien, qui est le top, là, ça va être l'événement. Mais il y a également les retrouvailles dont je vous ai parlé, qui se déroulent samedi matin à la Cinémathèque à 10h. On va avoir des grands experts internationaux qui vont venir, et nationaux qui vont venir nous parler de ce problème de restauration, de numérisation. Des gens de la télévision algérienne sont invités également. Donc, c'est toutes les parties internationales et nationales qui vont débattre de cette question cruciale. Et j'espère que ça va sortir avec des recommandations qui vont peut-être aider les pouvoirs publics à prendre en charge ce problème. Et puis, nous avons également une masterclass sur l'environnement. Voilà à peu près le programme tel qu'il se définit. Vous voyez, c'est quand même très dense, oui. C'est très riche. On ouvre vendredi soir et puis on clôture le samedi 10 avec la Reine d'Alger. Et comme nous savons que la Reine d'Alger est très attendue par le public algérien, nous renouvelons une projection pour ceux qui ne pourront pas entrer dans la salle le 10. Donc on leur demande d'être patients. Si jamais il y a des difficultés, ça nous le prévoyons, nous l'anticipons. Eh bien, le 11 au soir, il y aura une projection pour ceux qui n'ont pas pu accéder. Voilà, pour ceux qui ne pourront pas exactement. Donc, l'ouverture est prévue pour demain, donc demain 2 décembre. Vos attentes pour cette 11e édition? Alors, nos attentes, c'est évidemment d'abord de retrouver le public, mais surtout cette évolution dont je vous ai parlé depuis 2010, 2009, quand vous vous souvenez de la première édition qui était des journées du cinéma engagé, j'avais invité Oliver Stone, ça avait fait un gros événement, ça a permis à ce festival de s'installer et d'avoir un renom international également et national. Donc petit à petit, le public s'est rajeuni. Donc, notre espoir aujourd'hui, c'est que dans les masterclass, dans les focus, dans les discussions, parce que j'ai oublié peut-être de vous dire que pratiquement tous les films sont présentés par leurs auteurs. Donc, il va y avoir des discussions, l'entrée est libre, ça aussi c'est important. C'est un cinéma c'est un festival qui est au service du public, donc les entrées sont libres, malgré nos petits moyens financiers, et donc nous espérons que le public soit majoritairement, massivement même, composé de jeunes, et qu'ils viennent profiter des rencontres qu'il y a là, parce que c'est notre ambition. Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, professeur Bdiaoui, d'avoir été parmi nous ce matin. C'est avec plaisir. On vous dit très belle réussite pour cette 11e édition. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà, merci beaucoup, professeur. Je rappelle, donc, vous êtes le directeur artistique de cette édition donc, du Festival international du cinéma d'Alger. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la photographie, puisque une passionnée de photographie expose au niveau donc, de la médiathèque Mustafa Kateb. Avant de la recevoir, je vous laisse la découvrir à travers ce portrait et c'est Riles Haoud Hamouda qui l'a rencontré. Fatima Zahra Hadj Ahmed est depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'éducation. Elle est venue dans la photographie accidentellement. Aujourd'hui, elle expose pour la toute première fois. Native de la Kasbah, elle avait très souvent le loisir de faire des constats sur de belles bâtisses architecturales dans la capitale. Ici, au centre culturel Mustafa Kateb, la quinzaine de clichés que propose l'artiste, en couleur et en noir et blanc, dégage de l'émotion et de la nostalgie. J'ai commencé à prendre des photos au début, juste avec un petit smartphone en 2012 et tout. Pour moi, c'était pas très... Bon, c'était pour le plaisir, mais par la suite, j'ai commencé à aimer parce que les gens aimaient mes photos. Malgré prise avec un simple smartphone, j'ai commencé à penser à m'améliorer. Par la suite, j'ai acheté un petit appareil numérique, j'ai fait une petite formation et j'ai commencé à m'entraîner toute seule, surtout dans la rue. Je prenais des photos, des portraits, des photos architecturales. Parce que c'est quand même la graine de tout un projet, de toute une vie. Elle a tant rêvé de réaliser une exposition. J'étais avec elle dans son parcours, pas tout le temps, mais c'est une fan de la Kasbah, où chaque photo qu'elle prenait, c'était vraiment quand Les photos de Fatima sont un témoignage. C'est le charme de l'instant volé, suspendu, qui se déclenche au moment exact où le hasard place les différents éléments au bon endroit.
Devant son objectif, c'est comme si le cosmos orchestrait les corps, les mouvements, la lumière pour qu'ils convergent, se répandent en un puzzle complexe. Je suis née là-bas, mais j'ai aimé aussi la Casbah. La première fois, j'ai fait une visite vraiment dans les profondeurs de la Casbah, c'était en 2014. C'était un guide, Dr. Fa. La visite, elle m'a beaucoup marqué parce que on a des côtés de la Casbah qui ne connaissions pas, surtout les côtés délabrés, abandonnés et tout. Et maintenant, j'ai l'idée qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je voulais montrer la Casbah comme elle est à l'état réel d'elle. La Casbah qui m'a rahi doka. Je voulais que les gens voient la Casbah اللي راهي تري. Je voulais que les gens يشوفوا la Casbah elle est dans un état vraiment très triste parce que في les réseaux sociaux et tout يشوفوا غير le côté شباب اللي بينوه لي guides et tout. Mais la vraie Casbah elle est en train de disparaître. Autant de scènes de vie sont représentées dans les œuvres de cet artiste, au talent avéré. À travers les photos de Fatima Hadj Ahmed, on comprend qu'il faut se sentir impliqué dans ce que l'on découpe à travers le viseur. Se sentir impliqué, effectivement, c'est ce que Rila Soud Hamouda nous dit dans sa rencontre avec Fatima Zahra Hadj Ahmed qui est parmi nous ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Marhaba bik. Ça va, vous allez bien? Ça va, ça va. Non, ça va. Ça va. Vous êtes chez vous, hein? Ben oui. Eh ben voilà. Marhaba bik. Alors Fatima Zahra, vous êtes passionnée de photographie, donc une très belle exposition s'est tenue au niveau de la médiathèque Moustapha Kadel. C'est votre première exposition? Oui, oui, c'est ma première. Votre première expérience. Donc là, vous vous dites, il faut que je partage ma passion avec les autres. Ah oui, oui, oui. Il le fallait. N'est-ce pas? Voilà. Vous l'avez vécu comment cette expérience? Bon, de l'exposition, hein. On va revenir un petit peu sur votre l'exposition, déjà, c'était une très très belle expérience parce que je ne m'attendais pas à tout ce... C'est tout le monde est venu. Oui. J'ai eu beaucoup d'amis, des inconnus surtout. Oui. Et je tenais, devant une photo. Avant de lui parler, je regardais d'abord ses yeux parce que je voulais savoir comment il réagit vis-à-vis de mon travail. Et c'était impressionnant. Et c'était comment finalement tout ce contact avec les personnes qui sont venues visiter? C'est agréable. Nous sommes un peuple unique. C'était agréable. J'ai eu tous les âges, tous les niveaux d'instruction. C'était magnifique. Alors, Riles, quand il vous a rencontré dans ce beau portrait qu'il vous a adressé, d'ailleurs, il a dit on se sent impliqué. Donc, vous avez senti réellement l'implication de toutes ces personnes à travers vos photos? On se reconnaît? Oui, 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 exactement. Parce que la Casbah, c'est quoi? La Casbah, c'est notre identité, c'est notre histoire. Tout le monde se sent impliqué, même des enfants. Je vous assure, j'ai reçu la visite d'enfants. Ils ont cherché à savoir c'est où cet endroit et tout. Ils ont même cherché à visiter la Casbah. Et je leur ai même promis de leur faire. Voilà. Vous-même? Oui, bien sûr. Alors, d'une pierre deux coups, vous allez leur faire visiter la Casbah et prendre des photos, pourquoi pas? Voilà. Un petit concours pour eux, pour les encourager? Oui, oui, pourquoi pas? Oui, voilà, bien sûr, pourquoi pas. Alors, Fatima Zahra, vous êtes passionnée de photographie, donc d'où vient cette passion pour la photo? Bon, pour être honnête, c'était un pur hasard. Bon, les smart hadouk et tout. J'ai commencé à prendre des photos comme ça, à tort et à travers. Comme tout le monde. Oui, donc, voilà. Quelque chose qui vous plaît, vous immortalisez le moment. Mais après, ce qui m'a impressionné, c'est que les gens aimaient mes prises, mes photos. Je me suis dit, je peux faire quelque chose quand même. Donc finalement, vous n'avez pas fait de formation? Si, c'est pas par la suite. J'ai fait une petite formation, mais ma formation, elle a été beaucoup plus vécue sur la rue, sur terrain. Voilà. Je prenais par la suite, parce que je suis aussi une randonneuse, je prenais aussi beaucoup de paysages et tout. Et ben, les gens aimaient mon travail. Finalement, vous êtes très sensible à la nature. Ah ben oui, la nature, les animaux, c'est important. Alors, on comprend un peu que aussi à travers vos photos, c'est ce que vous essayez de mettre en valeur, tout ce qui est nature, tout ce qui est environnement. Voilà, tout à fait. Surtout notre environnement, quand même. Vous avez une page? Oui, Fatima Zahra Tarak. Donc on va voyager à travers votre Ah oui, certainement. Certainement. Alors justement, donc on a compris un peu que le fait que vous soyez une randonneuse, donc ça vous permet aussi d'avoir de nouvelles photos, de très belles photos, d'immortaliser aussi quelques moments. D'autres intérêts aussi, probablement pour la photo, en plus de la nature? La nature, mais surtout l'architecture, tout ce qui est patrimoine aussi, c'est très important. Sur la place d'Alger, en tout cas, vous êtes servi. Hein. Ah ben oui, c'est sûr. Oui, parce qu'on trouve toutes sortes de trucs. L'architecture, c'est très riche chez nous. On trouve l'époque ottomane, l'époque de la colonisation française, même l'actuelle. Mais quand même.
Voilà. On peut trouver Mais sinon, beaucoup de cette trucs. fois-ci, pour votre exposition, pour revenir à l'exposition, Oui. ça a été vraiment concentré sur la Casbah. Donc, Oui. c'est un travail qui a été fait durant une période quand même assez longue. De pour la longue Casbah. date. J'ai des photos qui datent de 6 ans quand même. Quand même. Oui, oui, parce que j'ai fait. Bon, moi, la première fois que j'ai visité la Casbah, bon, je suis native de la Casbah, D'accord. mais j'ai jamais vu la Casbah en 2014. C'était avec un guide, une visite très très approfondie. Ça m'a touchée. La visite, elle m'a marqué à vie, parce que depuis, je reviens toujours. Voilà, Ah, c'était non. le déclic pour vous. Ah oui, ah oui. La Casbah maintenant, c'est devenu. Je sais pas, je suis dépendante. Même quand je ne me sens pas bien. c'est une belle comme ça. dépendance, ça. Ah ben oui, oui. Même quand je ne me sens pas bien et tout, je prends mon appareil et j'y vais seule. Et ben, je découvre. Je découvre toujours quelque chose d'intéressant à prendre en photo. Voilà, surtout que vous aimez l'architecture, la Casbah, on est bien servi. Ah par oui, très, l'architecture. très, très bien N'est-ce pas? servi, En fait, chaque détail dans la Casbah peut faire objet de toute une exposition. Ah, c'est ce que je dis si on toujours. si on prend Oui. juste les portes, par exemple, Non, de la non, Casbah, oui, ça voilà, peut faire une exposition. les portes, les fenêtres, les ruelles. نقول لهم la Casbah c'est un livre ouvert. La Casbah تهضر معنا تحكي لنا كي تمشي C'est في ce que nous sommes en الريال. train de voir à travers Oui. les photos, Oui, réellement. تحكي ça لنا parle. la Casbah تحكي لنا. La Casbah نشبهها sur une vieille femme. Les grands-mères. فوالا c'est une grand-mère qui تمشي فيها هكذا تحكي لك تقول لك واش داروا فيا واش داروا لي Oui. tout. Et il faut savoir l'écouter. La Casbah, il faut savoir l'écouter. À l'écouter, transmettre son message aussi, ce que vous faites à travers les Il faut photos. sensibiliser les gens à tout prix, surtout les enfants. Oui. Surtout les enfants. Alors, ce qui est attirant ou ce qui est marquant un petit peu dans votre exposition, dans les photos que vous prenez, c'est que vous allez vers le noir et blanc. C'est un choix? Oui, oui. À travers le noir et blanc, je veux refléter l'état réel de l'endroit. Mais généralement, les photos noir et blanc, ça renvoie un petit peu à tout ce qui est nostalgique aussi. Oui, nostalgique et aussi, le noir et blanc, il est très sensible à tout. Comme on disait tout à l'heure, tous les défauts يبانوا. Oui. Je voulais que les gens يشوفوا l'état كيفاش. C'est beau, c'est vrai que c'est beau la Casbah, mais il y a des endroits où noir et blanc. حبيت نبين le côté dramatique surtout. D'accord. Avec le côté dramatique. C'est vraiment un travail de sensibilisation. Hein, Ah oui, exactement. Et éducation. Oui. Sensibilisation Voilà, et éducation voilà, aussi. Voilà. C'est tout un patrimoine qu'on doit protéger à tout prix et Oui. par tous les moyens. Bah, comme vous le dites, c'est notre identité. C'est Voilà, l'identité voilà. de C'est l'identité de toute l'Algérie, l'Algérie. d'Alger, Exactement, exactement. Voilà. Et à travers les ruelles, les portes, les fontaines et tout, je vous assure que vous vous retrouvez. J'ai eu des amis à qui j'ai fait visiter la Casbah. Ils m'ont dit on a fait le tour du monde. On n'a pas eu la même sensation que celle quand on marche dans les ruelles de la Casbah. C'est autre chose. C'est vrai que la Casbah, lorsqu'on rentre, il y a un sentiment Oui. très particulier. Hein. Oui. Vraiment. Je vous conseille d'y aller. Moi, je le fais souvent. Oui. Ramadan, le matin, quand il n'y a personne. C'est vrai que Je vous Ramadan, je ne assure. suis jamais partie. Si. Je pars à la Oui. Casbah durant l'année, mais Ramadan, ça, j'y avais pas pensé. Oui, 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 parce que le matin, je vous assure, c'est vide. Et puis, on sent il faut écouter le silence du matin. Voilà. Avec le silence, tu mets Vous êtes très poétique hein, Oui. par la même occasion, finalement. Hein. Voilà. Là, on voit que la Casbah vous a beaucoup inspiré, vous inspire beaucoup. كبرت بها باسكو Oui. mon père c'était un قصباجي الله يبارك. alors يسلمك ملي حليت عينيا في الدار ça parle que de Casbah Que de Casbah. يحكي لنا عليها باسكو sa maman aussi قصباجيات يحكي لنا les traditions et tout c'est De vraiment toute façon, même quand on veut faire référence à quelque chose qui est très classe, qui est très Voilà. gracieux, c'est Voilà. toujours Voilà. ولاد القصبة, في Voilà, القصبة, ناس في القصبة, exactement, n'est-ce pas? عادة القصبة et Voilà. tout. Parce que ça reste unique quand même. Voilà, effectivement. Mais sinon, les photos que vous prenez, ce sont des photos que vous traitez ou elles sont comme vous les prenez, vous les présentez? Non, je les traite un petit peu. Je me fais aider par mon ami à qui je fais un petit coucou à Sloun, Abdelkader. C'est un gars qui m'a beaucoup appris la photographie, et surtout le traitement des photos. C'est un artiste né. Il est très jeune, mais Allah يبارك. Là, Allah يبارك, la génération de maintenant. Oui. Et c'est ce que parce qu'Allah, c'est ouvert, c'est l'Internet qui a aidé tout ça. Non, mais c'est bien aussi de rencontrer des jeunes qui savent utiliser vraiment Internet. L'outil. L'outil, il est très bien maîtrisé. Très positif, comme ce jeune-là. Voilà. Alors, toujours donc, dans le traitement des photos, vous traitez quoi exactement dans la photo? Bon, généralement, un petit peu de cadrage, parce que Le des cadrage, fois, il y a des photos qu'on prend comme ça à la hâte et tout. Oui. Il y a des petits défauts à corriger. Voilà. Des fois, c'est les couleurs aussi.
Pour tout ce qui concerne le ciel, quand il faut rajouter un petit peu de trucs et tout. Et en dernier, il y a des photos, même prises en couleur, mais je préfère les avoir en noir et blanc. Voilà, Ça fait que c'est là toujours. Ah bah oui. Voilà, vous les transférez en noir et blanc. Voilà, exactement. Toujours cette touche nostalgique. Oui, surtout quand c'est des endroits très très délabrés, je préfère les traiter en noir et blanc parce que ça reflète mieux l'endroit et l'état de l'endroit surtout. Voilà, donc on voit que c'est une forme de militantisme que vous faites par rapport à la Casbah, vraiment un travail d'éducation, de sensibilisation, d'information. Voilà, aussi. Il faut la Casbah, oui. C'est un peu le cas. Hein. Oui, exactement. C'est un peu le cas. En tout cas, là où j'ai eu l'occasion d'aller chez des amis ou la famille ou même dans certains restaurants, dans certains hôtels, il y a toujours quelque part un cadre de la Casbah. Voilà, exactement. Est là Même les plateaux de télévision, les décors, c'est la Casbah. Les centres commerciaux, c'est la Casbah. Ben ça va. Elle est partout, la Casbah. Notre identité, elle est retrouvée en fin de compte. Voilà. Non, effectivement, c'est vrai que la Casbah a toujours eu, a toujours été le pilier, on va dire. Hein. Voilà. Mais sinon, Fatma Zahra, donc ça, on a un petit peu parlé de la Casbah et votre amour, on va dire, votre passion pour la Casbah que vous transmettez à travers vos photos. Donc l'architecture, de manière générale, c'est ce que vous mettez en valeur à travers des photos. D'autres endroits aussi que vous valorisez? Bon, c'est les paysages, parce que étant donné que je suis randonneuse, ça m'arrive de faire des randonnées dans des endroits féeriques. Peut-être qui font les photos, non, c'est pas l'Algérie, or que si. J'ai visité des cascades, j'ai fait des sommets. Je vous assure, notre pays est très très beau. L'Algérie, c'est un pays unique. C'est comme les gens j'aime bien cette. Le terme, j'aime bien parce que c'est vrai. Il y a le sud, il y a les cascades, la mer, la montagne, les prés, il y a tout. Il y a tout en Algérie en fin de compte. Voilà, projet d'exposition dans ce sens? Peut-être, parce que bon, je fais le randonnée dans le cadre avec un club montréalais à qui je fais le coucou, je m'appelle Chahine Setna. Voilà, bon, un coucou pour tous les randonneurs. Voilà, pour tous les randonneurs, exactement. Voilà. Pas de jaloux. Alors, comme on visite plusieurs endroits et tout, peut-être, ça va être un projet, je vais faire une expo comme ça, je ne sais pas, je vais faire parler voyager de tout. Les visiteurs voilà, aussi, surtout tous ces paysages. Oui. Mais ça ne sera pas en noir et blanc cette fois-ci. Non, du tout. Ah, non. Ça permet, la nature, on ne peut pas la mettre en noir et blanc. Il faut des couleurs, il faut le vert, le bleu, il faut toutes les couleurs. Telle qu'elle est. Voilà. La nature, elle est fidèle. Il faut la garder comme ça. Voilà, mais sinon, est-ce que vous comptez par la suite vous devenir, j'ai envie de dire, plus professionnel dans la photographie? Oui, l'exposition, elle m'a obligée à devenir professionnelle, vu que maintenant je participe à des événements, je fais même des expos avec d'autres photographes et tout. Ça fait, c'est le professionnalisme. Alors, il faut dire que la photographie est l'un des métiers qui s'impose. Hein. C'est-à-dire que même la technologie d'aujourd'hui, on sait que la technologie a menacé beaucoup de métiers. Mais la technologie, par contre, n'a pas menacé la photographie, bien au contraire. Voilà. Elle a beaucoup aidé la photographie à s'émanciper et surtout à se démocratiser. Parce qu'avant, c'est vrai que la photographie, c'était pour les photographes. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut. Surtout avec l'arrivée des smartphones. L'arrivée des smartphones, avec toutes les applications aussi pour le traitement des images, pour les montages, etc. Probablement des formations à l'avenir, des formations pour transmettre un petit peu votre passion à la nouvelle génération. Oui. Surtout pour les enfants, oui, je suis partante parce que les enfants, surtout les nouvelles générations, avec tous les portables qu'ils ont, ils ont un potentiel et ils savent utiliser la chose. Mes enfants, je vous assure, je suis bouche bée. Ils disent « Maman, chauffez de l'application ». Je me dis mais je suis à des années-lumière, moi. Mais nous le sommes, des années-lumière. Mais cette génération, non, Allah yabarak alayhum, Voilà, donc il faut juste encore une fois mieux les orienter. Voilà, les orienter et surtout surveiller, même de loin. Voilà, les encadrer. Voilà. Alors si jamais vous allez lancer une formation au profit des enfants ou des jeunes, point de départ, j'imagine la Casbah? Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Indiscutable là-dessus. Ah oui. Initialement, je commence maintenant. Déjà, c'est ma muse, j'ai commencé là-bas. Voilà. Alors, pour rester encore avec la Casbah, donc on a vu un petit peu votre côté, là où vous sensibilisez, là où vous éduquez, là où vous dites qu'il y a
des endroits qu'il faut vraiment protéger, restaurer, mais aussi il y a d'autres endroits qui sont tout juste magnifiques jusqu'à présent. Oui. Les palais, par exemple, les musées. Exactement. Dernièrement, on avait visité Dar Sultan. Eh ben, je vous assure, c'est une merveille. La poudrière, pour prochainement l'inauguration Taha, eh ben, je vous assure, c'est magnifique. Vous pouvez voir qu'il y a des particuliers qui ont restauré leur douirat. C'est une merveille. Je vais citer par exemple Dar Salam. Oui. C'est une pure merveille. Dar Salam. Oui, Dar Salam. Il y a une autre douirat juste qui m'a المزوقه تاع الحاج مختار هذا. C'est une merveille. دارلها وسط الدار بالفواره et tout. Ben, je suis restée bouche bée et ça. Voilà, c'est pour dire quand même que les gens de la Casbah aussi prennent conscience de l'importance donc de préserver la Casbah. Par exemple, je cite l'exemple de Al-Hajj Zoubi, il est décédé dernièrement, oui. Et ben sa douirat, c'est un petit bijou. C'est l'un des la mémoire de la Casbah. Des anciens guides. Oui, c'est la mémoire de la Casbah qui est partie malheureusement. Voilà, effectivement. En tout cas, Fatma Zahra, on vous souhaite beaucoup de réussite. On vous souhaite d'autres expositions, Inch'Allah, d'autres événements, Inch'Allah, d'autres très belles photos, très belles randonnées, en noir et blanc et en couleur. Oui, surtout. Maintenant, c'est la couleur. C'est la couleur pour la nature. Il faut vivre un espoir. Exactement. Merci beaucoup Fatma Zahra d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle Fatma Zahra Hadj Ahmed, vous êtes photographe, vous êtes passionnée de photographie. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle continuation. Merci. Merci à vous. Et on continue cette fois-ci registre santé que nous allons ouvrir ensemble aujourd'hui le 1er décembre. C'est la journée de la sensibilisation donc contre le sida. Nous en parlons dans un petit moment en compagnie de nos invités. Mais avant cela, Rila Soud Hamouda s'est intéressée à la transmission VIH, sida entre mère et enfant et surtout comment l'éviter parce qu'il y a des moyens justement de l'éviter. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Dans son service, professeur Achour reçoit pratiquement chaque mois de nouvelles personnes atteintes du VIH-Sida. En moyenne, 2 à 3 cas par semaine. Durant ces 2 dernières années, au niveau national, le chiffre est en augmentation. Selon professeur Achour, le nombre de personnes soumises au traitement atteindra la barre des 20 000 cas. Sans parler de ceux qui sont contaminés et ne le savent pas. كنت في طريق إدمان وبغيت نداوي على الإدمان تاعي ربي كيبغاني يشوف فيا الخير عطاولي لي زاناليز عطاولي لي كوغرافي درت لي زاناليز صدت عندي باللي راه عندي السيدة والحمد لله ذوك راه مش كيما بكري كانوا مساكين كيمرضوا بالسيدة يقعد حتى اللي يموت درك لا راه كاينه تريتمون كاين الاطباء ما شاء الله واقفين على المريض والحمد لله يا ربي. C'est des malades qui ont besoin de prise en charge, d'accompagnement quand on doit leur faire des explorations. Il y a des examens radiologiques que nous sommes obligés de faire à titre externe. Ils n'ont pas de moyens. Nous n'avons pas les moyens également à l'hôpital. Donc des fois on se rabat sur d'autres hôpitaux et des fois comme c'est des malades quand même spécifiques de par leur pathologie, on nous donne des rendez-vous très éloignés, donc nous sommes obligés de revenir vers le privé. C'est des malades que nous voyons tous les 3 mois, vu que nous pouvons donner d'un traitement que tous les 3 mois, nous ne pouvons pas donner plus, même s'ils habitent loin, vu la non-disponibilité et la facilité d'avoir les ARV. L'essentiel, c'est que le malade se porte bien et qu'on arrive à les prendre en charge aussi longtemps et les maintenir en vie aussi longtemps que c'est possible. Le VIH-Sida chez l'enfant, on en parle peu, mais de nouveaux cas d'infection surviennent encore au cours de l'accouchement et de l'allaitement. Souvent, les futurs parents ignorent les conséquences que ça peut avoir sur leur progéniture. عندي طفلة عندها 3 أشهر وطفل عندها 6 سنين طفل ما فيهش وطفلة مازال ما درتلهاش لي زاناليز رحت للطبيبة طلبت لي زاناليز كي طلبت لي زاناليز درتهم كي درتهم قالت لي واحد 15 يوم ولا 20 يوم يخرجوا عطاوني برية بحفوني للقطار في رمضان كنت عايشة وحدي خاطر المرض هذا ماشي سهل عنده أعراض ماشي سهلين. ما كنتش عارفة باللي راهو غير كيما عرفت باسكو علاه ما كنتش درت قبل لي زاناليز هادشي ربعت وكان درت لي زاناليز وكنت كون عرفت ما كانش يصرالي هادشي. قلت لك عندي 6 دراري ماهمش مصابين بالفيروس لكن الطفل التالي مصاب عنده 4 سنين ونص. Si on fait un dépistage précoce, si on arrive à ce que la femme
avant d'avoir une grossesse, fasse une sérologie, et avant de faire, quand elle est enceinte, et faire une sérologie, si elle sait qu'elle est positive, on commence le traitement et donc elle ne va pas transmettre le virus à son bébé. Si on arrive à faire ça, on arrivera à une élimination de la transmission materne-fœtale. Il y a eu des pays qui ont éliminé la transmission materne-fœtale. La sensibilisation et l'information restent le meilleur moyen pour lutter contre le VIH-Sida, sans oublier la disponibilité des médicaments au niveau des centres de santé, mais aussi les réactifs afin de dépister et de suivre l'évolution de la maladie chez les patients. Et voilà, c'était donc un reportage de Riles Ould Hamouda qui s'est lui intéressé dans ce reportage à la transmission donc, du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Nous en parlons ce matin en compagnie de nos invités, à savoir Dr Amel Zertal, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes maître assistante en infectiologie. Oui, à l'hôpital Qattab depuis l'année prochaine, je fais 30 ans. Allah Ibarak, toute une vie. Toute une vie, marhaba bik. Et parmi nous, également M. Athman Boroba, un grand militant aussi de la cause santé d'une manière générale. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Ce n'est pas la première, donc merci. Et ce ne sera pas la dernière, Inch'Allah. N'est-ce pas, du moment que vous êtes sur terrain pour sensibiliser, éduquer surtout à cette question. Oui, effectivement, c'est le nerf de la guerre, c'est la prévention, l'éducation, communication et information, surtout pour les populations les plus exposées au risque. Effectivement, et ce se fait donc à travers votre association AIDS Algérie, dont vous êtes le président. Alors, Dr Zertal, je commence par vous. Donc, le VIH-Sida, on en parle donc déjà tout au long de l'année. Aujourd'hui, effectivement, c'est une halte, on va dire, pour faire un petit bilan de ce qui se fait, de ce qui a été fait, de ce qui se fait, de ce qui doit se faire. Encore, on sait très bien qu'il y a beaucoup de travail qui se fait, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est vrai que nous sommes à peu près à 4 décades de pandémie. On est dans les 40 ans de pandémie. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. L'Algérie a toujours suivi la politique internationale en matière de lutte contre le VIH. Il y a eu un engagement politique fort. Pourtant, nous avions une faible prévalence. Voilà. Parce que là, malheureusement, ces 2 dernières années, nous assistons à une augmentation de nouvelles infections. Donc, il y a eu une stabilisation de l'épidémie durant les années 2000, parce qu'il y a eu un engagement de tous, donc les associations, la société civile. Je rappelle que l'engagement de l'Algérie a été tellement fort que la société civile est partie prenante dans la riposte nationale. Ils sont membres, au même titre que les ministères et les institutions, dans le Comité national de lutte contre le VIH, qui a été installé par décret ministériel. Donc, tous ces progrès ont permis de stabiliser cette épidémie durant les années de 2010 à 2018, mais malheureusement, il y a eu la Covid-19 qui a impacté fortement tous les programmes de santé, y compris celui-là. Donc je pense qu'on doit redoubler des efforts, on doit reprendre, on ne doit pas abandonner, puisque nous, malheureusement, nous avons de nouvelles infections. Et là, on est un peu perturbé par cette explosion de nouvelles infections, puisque cette année, pour l'année 2021, nous avons notifié 2000 cas de nouvelles infections. C'est énorme, 2000 cas. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Alors justement, Monsieur Boloba, on voit quand même une tendance haussière, j'ai envie de dire, qui fait peur. Donc 2000 cas, c'est quand même lourd, j'ai envie de dire, comme bilan. Si on se compare un petit peu aux années précédentes, donc vous, autant que société civile, vous êtes sur terrain, vous êtes en contact direct avec la population au sens large du terme. Qu'est-ce qui a fait finalement que cette explosion, aujourd'hui, elle est là, alors que finalement, c'est une campagne que nous faisons chaque année? Je dirais qu'on a baissé un petit peu la garde. D'accord. Ouais, c'est clair qu'on a un petit peu baissé la garde et je ne serai pas aussi, je nuancerai pas aussi mes propos que Dr Zertal. Moi, je dirais qu'il y a une explosion de l'épidémie à VIH en Algérie. On le sent, on le voit, on le vit. Donc, pour vous dire qu'il y a eu une explosion de l'épidémie, on voit que des jeunes, on arrive à dépister des jeunes de 20 ans, 19 ans, 21 ans qui sont déjà malades, qui sont déjà porteurs du VIH. 2000 cas, c'est malgré la sous-notification. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Parce qu'il y a la plus grande problématique de la riposte en Algérie, de la riposte au VIH en Algérie, c'est le dépistage. C'est le maillon faible de la riposte en Algérie, de la riposte nationale du VIH-Sida en Algérie.
Maintenant, les faits sont là. Moi, je dirais qu'il y a deux aspects aussi qui sont sous-jacents de cette explosion du VIH, qui est aussi l'explosion de l'épidémie, je dirais bien, et je pèse mes mots, de l'épidémie de toxicomanie. Oui. Parce que ça va de soi. Voilà, c'est un lit, c'est un lit, voilà, de l'explosion à cette épidémie du VIH. C'est vrai qu'aujourd'hui, les toxicomanes, s'ils sont à un moment de manque, on ne va pas penser à les stériliser ou à avoir de nouvelles seringues. Et voilà, encore une fois, qu'un fléau entraîne un autre. Entraîne un autre, et on le voit clairement sur le terrain qu'il y a ces deux phénomènes qui se juxtaposent pour donner vraiment un terrible cas d'étude, vraiment. Parce que terrible bilan, j'ai envie de dire. Mais sinon, M. Bourouba, là, vous me tendez la perche par rapport à Mme Zertal, c'est vrai, Dr Zertal, c'est vrai que lorsque nous parlons du VIH-Sida, la première chose à laquelle on parle, c'est un petit peu une transmission sexuelle. C'est la première chose à laquelle on pense. Et pourtant, il y a plusieurs canaux par lesquels donc, le VIH-Sida est transmis. C'est ce qui fait un petit peu qu'aujourd'hui, il y a, j'ai envie de dire, ça reste quand même un tabou. Lorsqu'on parle de Sida, il y a déjà le tabou, on n'arrive pas à en parler, la stigmatisation aussi de la part de la société. Alors comment se fait la prise en charge aujourd'hui, particulièrement sur le plan psychologique? Alors justement, hier on parlait avec les étudiants, nous avons célébré la journée hier à l'hôpital avec les étudiants en médecine 4e année pour essayer de les sensibiliser. Justement, parce qu'en fait, cette stigmatisation et cette discrimination, c'est un frein à la riposte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se faire dépister. Alors nous, et je reprends le discours d'une collègue à moi qui est quand même plus ancienne que moi et qui dit que malgré qu'il y ait un traitement, malgré que quand ils sont dépistés, leur qualité de vie est pratiquement semblable à la population générale, mais il reste l'impact psychologique. Ils ont une souffrance morale comme pas possible. Ils sont là, ils se cachent. J'ai des patients qui changent de nom carrément parce qu'ils ont peur. C'est terrible. Je leur explique que le dossier, il est confidentiel, il est caché dans mon bureau, mais ils disent non, on préfère changer de nom carrément. Donc on comprend un petit peu le poids de la société finalement. Le poids de la société est très important et il retentit sur nous parce qu'en fait, nous, on a le volet psychosocial qui nous bouffe toute notre énergie. Parce qu'en fait, c'est rien. Maintenant, il y a le dépistage, il est positif, il est sous traitement, il ne transmet plus. Et aujourd'hui, le dépistage, il est anonyme aussi. Oui, bien sûr, il est anonyme. Donc, il est dépisté, il est traité, il ne transmet plus, il a une bonne qualité de vie, mais sa qualité mentale, elle est très impactée et elle retentit sur le médecin traitant. Parce qu'on est obligé de gérer... et la pathologie déjà. Et la pathologie. Non, mais l'aspect psychologique, maintenant, il a pris le dessus sur le physique. Donc, c'est ça, comme dirait Jean Valjean dans Les Misérables, c'est une tempête sous un crâne. Ils sont tout le temps là, en train de se surveiller. Attention, peut-être c'est mon voisin qui est venu à l'hôpital. Non, je ne veux pas. Même les ordonnances, je leur dis, par exemple, ils me disent non, ne faites pas d'ordonnance, je vais refaire mon ordonnance chez un autre médecin pour que ça ne soit pas écrit Al-Qatar. C'est quand même terrible ce côté psychologique. D'ailleurs, nous avons rencontré une personne qui est atteinte du VIH-Sida et c'est justement notre collègue Anis Oultrassi qui l'a rencontré. Je vous laisse suivre ce témoignage et on se retrouve juste après. Cela fait plus de 6 ans que le professeur Achour exerce au pavillon Nicole Levran d'El Hadiflissi, ex-El-Qatar. Elle assure la prise en charge des patients atteints de maladies virales telles que le VIH. Même si cette infection ne peut être éradiquée, elle peut être contrôlée efficacement grâce à une thérapie. C'est une maladie comme toute autre pathologie. C'est une pathologie qui est passée à la chronicité, qui a un traitement qui doit être administré. C'est des prises journalières. C'est une association de 3 molécules qui vont permettre de réduire de la multiplication du virus dans l'organisme. Ça, c'est un plus pour nous. Par exemple, un malade qui est indétectable, il a une vie tout à fait normale. La trithérapie qui a permis à ce jeune homme de 26 ans qui a découvert sa séropositivité il y a plus de 8 ans de vivre normalement. Nous l'appellerons Abdel Ilah pour garder son anonymat. 8 ans que je suis séropositif. Je me suis fait dépister, on va dire, en août et j'ai commencé mon traitement en octobre.
Depuis le temps, ça va, je vis très très bien avec. J'ai mon sport le matin, mon travail après. Je participe à des activités associatives et d'ailleurs c'est grâce à ça que j'ai beaucoup appris sur la maladie. Donc j'essaie au maximum de prendre mon traitement à temps, mais c'est vrai que de temps en temps on en a un petit peu marre, même si on va dire on n'a pas de grands effets secondaires. Mais c'est juste le fait de devoir le prendre tout le temps qui est un petit peu pesant. Mais on va dire que grâce à ça, ça a permis d'avoir une vie tout à fait normale. Pour avoir cette vie normale, Abdelilah n'était pas seul puisque l'association Al-Hayat l'a beaucoup aidé à surpasser cette maladie et vivre avec. Nous essayons de détecter les nouveaux cas. Il s'agit des personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Là, si on arrive à diagnostiquer les cas positifs, l'association assure l'accompagnement psychologique et l'accompagnement dans les structures de santé. L'accompagnement thérapeutique pour accéder aux soins, prendre le traitement, le rendez-vous avec le médecin et tout. C'est un suivi à vie. Cette année, ce ne sont pas moins de 20 000 cas de VIH recensés en Algérie. C'est pourquoi une prise en charge très précoce garantit un bon contrôle de l'infection. Un jour peut-être un peu lointain, un vaccin anti-VIH sera mis au point. En tout cas, c'est ce que espère Abdelilah. On va dire que mes projets, c'est comme toute autre personne. Je veux me marier, avoir des enfants, avoir une vie tout à fait normale. Voilà, c'était donc un reportage de notre collègue Yanis Belkacsi. 20 000 cas, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Oui, effectivement, c'est la partie visible de l'iceberg parce que nous avons beaucoup de somnification, nous avons beaucoup de problèmes de dépistage, d'élargir le dépistage parce que au jour d'aujourd'hui, on doit élargir l'offre carrément de services de dépistage. Comme l'offre de services de dépistage, on doit l'élargir au maximum de personnes pour que tout le monde puisse accéder au dépistage, l'autotest salivaire, l'autotest sanguin, l'autotest auprès du communautaire. On doit élargir au maximum l'offre de services. Alors justement, M. Bourouba, vous me tendez la perche par rapport au dépistage. Alors, parmi justement les stratégies de lutte et de prévention, c'est de conseiller, d'orienter les couples avant de se marier, d'aller se faire dépister. Ma question, c'est que sur le plan éthique, est-ce qu'on peut obliger finalement les personnes à aller se faire dépister? Non, ce n'est pas éthique. Non, ce n'est ni éthique ni légal. Voilà, même si le plan légal, ce n'est pas le certificat prénuptial. Et donc la seule solution, c'est vraiment une sensibilisation. Oui, tout à fait. Oui, la sensibilisation de tout le temps, de tout le monde, et surtout l'éducation sexuelle depuis le jeune âge. C'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, on n'ait pas encore intégré dans le curricula de l'éducation nationale l'éducation sexuelle. C'est pas normal. Et on ne va pas me dire que c'est un fait religieux. Non, les religions ont extrêmement bien travaillé sur le dossier. Ils n'ont aucun problème sur ça. D'ailleurs, le ministère des Affaires religieuses est complètement impliqué dans la stratégie. Il a un des meilleurs programmes de lutte contre le sida en Algérie. Ils sont vraiment pionniers. Ils sont dans l'innovation. Le ministère des Affaires religieuses, ils ont même des guides pour les mochilettes et les haïms qu'ils ont élaborés pour la prévention du VIH. Parce qu'en fait, au contraire, il faut profiter de la religion et des leaderships religieux comme point d'entrée. La sensibilisation et la prévention. C'est vrai que pour revenir sur le plan religieux, il y a toute une éducation dans ce sens. Mais bien sûr, mais pour moi, c'est des points d'entrée extraordinaires pour la prévention et la sensibilisation. Parce que nous, notre peuple, il est très sensible à tout ce qui est religion. Donc, pourquoi ne pas profiter de ces leaderships religieux qui sont membres actifs, ils sont là dans la lutte contre le VIH/SIDA. Pour revenir au bilan prénuptial, le bilan prénuptial, nous, en tant que médecins, nous avons utilisé pour proposer systématiquement. Voilà. C'est tout. Mais nous n'avons pas le droit d'obliger, ni ce n'est pas éthique d'obliger quelqu'un, un couple à avoir... ni légal, ni illégal. Non, on n'a pas le droit. Ça reste quand même... Par contre, je rebondis ce qui a été dit tout à l'heure sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Par contre, dans le préconceptionnel, comme elle a dit Dr Smith tout à l'heure, le préconceptionnel, on tape plus fort. Parce qu'en fait, nous avons la vie d'un enfant. C'est-à-dire, nous, on veut arrêter les nouvelles infections chez les nouveau-nés. Et c'est faisable. Mais bien sûr, c'est très faisable. C'est très facile.
C'est-à-dire, si on dépiste toutes les femmes enceintes, on traite les femmes enceintes positives, on les met sous traitement, leur charge virale est indétectable, le bébé, il naît indemne. Même à quelques semaines avant l'accouchement. Même à quelques semaines. J'ai capté pendant l'accouchement. Juste avant l'accouchement, elle a bénéficié d'un test rapide parce qu'il faut dire qu'il y a juste avant l'accouchement, c'est-à-dire elle était hospitalisée, donc 12 heures avant. Ah, quand même. Oui, elle a bénéficié, et d'ailleurs, je félicite la gynécologue qui avait fait un test rapide. Elle avait un test rapide, elle avait payé VIH, elle nous a appelés, elle a envoyé, elle a pris le traitement ARV, et bien sûr, on double la prophylaxie pour le nouveau-né, et le nouveau-né était indemne. Donc, on va vous dire que c'est quelque chose de facile, la prévention, mais je ne vois pas pourquoi. Alors moi, le message clé pour les gynécologues, les sages-femmes, essayez au moins de sensibiliser les femmes. On ne peut pas obliger. De les convaincre. De les convaincre. Tout simplement. Comme pour l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Surtout qu'on insiste encore une fois que ça se fait de façon très anonyme. Mais bien sûr. Non, on n'a pas. D'ailleurs, je vous dis, nous, à Al-Qattar, ça y est, on ne demande même plus comment il a été traité. On ne pose plus la question. On est là, hop, c'est bon, oui, d'accord, charge virale, CD4, et c'est bon. On traite et au prochain. C'est-à-dire, on s'en fout des modes de transmission. Il ne faut pas aussi que les médecins soient dans le jugement. Je parle aux futurs médecins. Oui. Ne soyez pas dans le jugement. Et puis, n'essayez pas de demander comment il a été transmis pour de jouer du commérage. Sur le moralisateur. Parce que, que c'est vrai que le patient, déjà, comme on dit, Bdarja, les fait exactement. Pour vous dire une chose aussi, que sur le stigma index, l'étude stigma index a relevé que 60% du ressenti de stigmatisation des personnes avec le VIH vient des médecins, vient des personnels de santé. Pour vous dire que l'impact, il est là. Oui. Et si on veut changer les choses, c'est ici qu'on va changer les choses. Je rebondirai sur autre chose. On a dit qu'il y a une explosion de l'épidémie. Eh ben pour moi, c'est pas pour la première fois depuis que je suis là, depuis 27 ans, je n'ai jamais vu Al-Qattar refuser un patient. Oui. Ils commencent à refuser des patients. Pour ça, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont débordés. Et c'est bon, ils sont saturés. Pour la première fois, Al-Qattar est saturé. C'est quelque chose, c'est une alarme. C'est une vraie alarme. C'est une vraie alarme et il faut ouvrir, il faut élargir. Mon appel, moi, Monsieur le ministre de la Santé, s'il y a un appel que je dois faire, 3 choses. Premièrement, élargir l'offre de services de santé, parce que c'est pas normal que Al-Qattar ou à Oran, c'est encore pire. À Oran, c'est encore pire. Il faut élargir, il faut ouvrir d'autres centres de prise en charge. Il faut renforcer la prise en charge par rapport aux médicaments. Il faut mettre en place des mécanismes vraiment où on doit éliminer carrément les ruptures de stock. C'est inadmissible. Le médecin, il est là pour vous dire que c'est inadmissible pour une personne vivant avec le VIH de faire une rupture de médicaments. Et deuxièmement, il faut investir. Il faut que le ministère de la Santé investisse dans la prévention primaire. C'est des indicateurs nationaux de santé. Ok? Le ministère de la Santé doit investir dans la prévention. Ce n'est pas le rôle de l'association. Le rôle de l'association est d'accompagner, de complémenter le travail du ministère de la Santé. Maintenant, si on veut arriver à éradiquer, à toucher l'ensemble de ces populations clés, il faut des budgets spécifiques pour faire ce travail. Pour renseigner les indicateurs nationaux de santé, ce n'est pas les indicateurs des associations. Oui. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire aussi qu'on doit travailler aussi sur une autre vision de notre approche sur la toxicomanie. Le problème existe, il faut faire attention. Donc, pour moi, on doit revoir toute notre stratégie d'une façon holistique, d'une façon globale pour pouvoir arriver à cerner cette problématique parce que là, on tire la sonnette d'alarme. Dans 1-2 ans, on aura l'explosion extrême. Et là, on sera débordé. Donc, il faut faire attention. Vraiment, la sonnette d'alarme doit être tirée aujourd'hui, particulièrement avec ce bilan quand même. Oui, je rebondis parce qu'en fait, c'est vrai que nous avons démarré en 1996. Il y avait 6 centres de prise en charge. Voilà. Ensuite, ils sont passés à 10 centres de prise en charge. Et je vous ai dit que pendant un moment, l'épidémie était stable. Voilà.
Mais là, nous sommes, et en 2014, ça a commencé un petit peu à augmenter, à bouger. Donc le ministère de la Santé a encore augmenté. Donc on se retrouve maintenant à 16 centres de prise en charge. Et c'est maintenant avec l'augmentation et cette tendance haussière de ces nouvelles infections, il faudra penser à élargir l'offre de santé. Ceci dit que pour les personnes qui croient que le VIH n'existe pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que, c'est-à-dire on est dans le monde des bisounours, non. Parce qu'en fait, ces populations clés qui sont captées par les associations, ce sont des populations pont, bridge. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ces populations parce qu'elles sont... c'est le lien entre... Ils sont connectés avec la population générale et c'est les vecteurs de transmission. Donc si on arrive à les capter tous et on les traite, voilà, donc la population générale va être... Donc il faut protéger notre... Voilà, donc mot d'ordre encore une fois, c'est la prévention, l'information, et ne jamais, alors s'il vous plaît, message clé pour tous les médecins, les étudiants en médecine, ne ratez aucune opportunité pour le dépistage. Surtout. En tout cas, merci beaucoup, merci pour tous les efforts que vous êtes en train de faire sur terrain, surtout. Donc nous aurons tout au long du mois pour en parler, tout au long de l'année aussi, parce que c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Docteur Zertal, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. D'avoir été parmi nous, marhaba bik. Monsieur Bourouba, merci pour tous les efforts que vous faites, vous et tous les membres de l'association. Merci beaucoup. Juste le slogan de cette année. Allez-y. Luttons contre les inégalités, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, à vous, on continue. Cette fois-ci, ça va être une balade sur la place d'Alger qu'on vous propose et on se Cette fois-ci, nous allons, oui, comme nous le dit si bien notre réalisateur, c'est l'hiver, on le sent bien à travers ces très belles images. Et l'hiver est aussi synonyme de beauté, de cette belle robe blanche que les auteurs avec laquelle les auteurs se vêtissent, mais aussi c'est aussi synonyme d'intoxication aussi au monoxyde de carbone. Nous en parlons ce matin en compagnie du président de l'association des consommateurs, à savoir M. Tomi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, marhaba Merci bik. beaucoup. Alors, M. Tomi, toujours sur terrain. Je suis fidèle, je dois vous rectifier. Je Oui. ne suis pas le président de l'association, je D'accord. suis le directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs. Et vous savez, monsieur Tomi, et à chaque fois, vous me corrigez là-dessus. Je suis pas bon élève, hein, finalement. Non, vous Je êtes suis une pas très bon bonne élève. élève et fidèle toujours au poste. Voilà. En tout cas, au niveau de la régie, ils ne se sont pas trompés. Ce sont de bons élèves au niveau de la régie. Très bien. Voilà. Ils ont Sur le plan rectifié. Très santé, bien. c'est Très bien bien. dit. Très bien. Monsieur Tomi, marhaba bik. Ouais, C'est toujours un merci plaisir, beaucoup. en tout cas, de vous compter parmi vous. Alors, Monsieur Tomi, c'est un grand travail que vous faites auprès des consommateurs sur tous les plans. D'ailleurs, Monsieur Tomi, quand il est rentré, il m'a dit, moi, le jeu, c'est pas mon C'est pas dada. ma tasse. Franchement. Encore une fois, bon, mais de temps en temps.
de temps en temps, mais il ne faut toujours pas abuser. L'abus est mauvais pour la santé. Encore une fois, pour le bien du consommateur. Voilà. Alors, pour le bien du consommateur, nous en parlons encore une fois ce matin. Chaque année, nous avons un bilan lourd, M. Tomé, il faut dire, par rapport à ces intoxications au monoxyde de carbone. Effectivement, chaque année, c'est le même refrain et qui revient souvent à l'approche de l'hiver. Oui. Et nous avons déjà commencé à enregistrer les dégâts. Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, incolore et c'est un tueur silencieux. On l'appelle le tueur silencieux. C'est un tueur silencieux, effectivement. Et récemment, il y a 3 jours de ça, au niveau de là où il est de Tissemsilt, comme c'est une région où le froid persiste, il y a eu 3 personnes qui ont été sauvées grâce à la protection civile de justesse. De justesse. Et je dois dire que je dois féliciter la protection civile qui joue un rôle très important. Ils sont les premiers à être sur les lieux avant même les médecins. Effectivement. Ils sont toujours les premiers. Ils ont joué un rôle, il y a 3 jours de ça, au niveau de là où il est, ils ont sauvé d'une manière de justesse une famille composée de 3 personnes. Mine de rien. Le papa, la maman et un enfant. Voilà. Toute une famille. Alors justement, Monsieur Tomé, il faut dire que le monoxyde de carbone aujourd'hui, on le connaît, on sait qu'il est dangereux, on sait qu'il est silencieux, on sait qu'il est sournois. On le sait, donc on en parle chaque année. Qu'est-ce qui fait que finalement, aujourd'hui, donc il y a déjà la société civile, il y a les médias qui font un matraquage, il faut dire, par rapport à cette question, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le citoyen n'est pas assez sensibilisé par rapport à cette question? Vous savez, le consommateur algérien, il manque cette culture, il n'a pas cette culture. Vous savez, nous utilisons un chauffage à longueur d'année, durant la période hivernale. Et après, on l'arrête carrément. Ce que doit faire le père de famille durant cette période estivale, ou durant le printemps, il doit démonter son chauffage et l'entretenir. Mais croyez-moi qu'il y a des familles qui ont un chauffage depuis plus de 20 années installé, ils ne l'ont jamais entretenu. Comment l'entretenir? C'est pas juste enlever le cache et dépoussiérer le chauffage. C'est dans la chambre de combustion, la chambre à gaz ou la chambre de brûlure qu'il faut nettoyer au Karcher, le mettre dans une baignoire et le nettoyer au Karcher. Si on ne peut pas le faire chez soi, il y a des spécialistes qui font ce nettoyage. C'est comme souvent vous amenez une fois par mois ou une fois par quinzaine votre véhicule au lavage. Oui. Durant la période estivale, le chef de famille doit démonter son chauffage et le ramener. C'est le réparateur. Il y a des réparateurs spécialistes. Ils ont une baignoire, effectivement. Ils ont un karcher. Ils démontent tout ce qui est accessoires électriques et ils nettoient avec le karcher la chambre de brûlure. Et vous voyez qu'est-ce qu'il dégage. C'est là où il faut entretenir, nettoyer. C'est pas dépoussiérer juste de l'extérieur. Ça, c'est faux. Quand vous dépoussiérez et vous le mettez après en marche, vous ne sentez pas la brûlure. Mais par contre, si vous nettoyez le tube où il y a les flammes, généralement quand on voit une flamme, voilà, ça me revient à l'idée, quand vous voyez votre flamme jaune ou orange, c'est qu'il y a un danger qui arrive imminemment. Donc, si vous avez une flamme bleue, votre chauffage, il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Par contre, il y a également, pas uniquement le chauffage, il y a le chauffe-bain ou le chauffe-eau, qu'il faut également entretenir. Et il peut provoquer l'émanation des gaz du monoxyde de carbone, même un chauffe-eau, un chauffe-bain. Un véhicule garé dans un garage est fermé. Vous le faites rentrer pour vous faire faciliter la sortie le matin. Vous le faites rentrer en marche arrière. Vous laissez votre véhicule chauffer pendant 5 ou 10 minutes. Le moteur dégage du monoxyde de carbone. Il faut toujours ouvrir la porte et faire rentrer votre véhicule en marche avant et non pas en marche arrière. Voilà, donc finalement, ce sont des petits gestes comme ça auxquels on ne fait pas forcément attention. Oui. Et ce que je propose à nos chers téléspectateurs, c'est d'installer un détecteur de monoxyde de carbone au niveau de chaque foyer, qui ne coûte pas excessivement cher, il ne dépasse pas les 3500, 4000 dinars. Mais ce qu'il faudrait, une fois que vous avez ce détecteur de monoxyde, il faudrait de temps en temps vérifier sa batterie, le tester manuellement. Parce que la batterie, on dit qu'elle a une durée de 5 années et il ne faut pas
oublié de vérifier cette batterie, la pile comme on appelle ça, une pile. C'est une batterie, une petite batterie de forme rectangulaire qu'il faudrait la tester, si elle est toujours opérationnelle ou pas. Parce que sa durée de vie est de 5 années. Et que les gens qui ont un détecteur de monoxyde, ils n'ont jamais vérifié, ils n'ont jamais changé leur pile, leur batterie. Ça, c'est un défaut. Aussi. Oui, c'est grave. Mais ce que je conseille, actuellement, il y a une circulaire qui a été émise par le ministère du Commerce, que tout vendeur d'un chauffage doit être accompagné d'un détecteur de monoxyde de carbone. Maintenant, les ventes se font avec un détecteur. Et j'attire l'attention des téléspectateurs, si vous allez acheter un chauffage chez vous, pour l'installer, il faut exiger le détecteur de monoxyde de carbone qui doit accompagner le chauffage. Et quand vous faites l'installation de votre chauffage chez vous à la maison, il faudrait pas n'importe qui vient bricoler pour vous assurer cette installation. Il faudrait se rapprocher auprès de Sonalgaz, l'agence commerciale. Je ne fais pas de publicité pour la Sonalgaz, mais ils détiennent une liste des plombiers agréés. Et à la fin de l'installation, vous pouvez exiger un certificat de conformité. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a une nouvelle mesure qui a été prise, une décision à haut niveau, où les agents de Sonalgaz, c'est ce que nous avons toujours réclamé en tant que Fédération des consommateurs, les agents de Sonalgaz ont le droit de rentrer et vérifier l'installation si elle n'a pas été modifiée, si elle a été modifiée plutôt correctement, selon les normes de sécurité. Parce que quand vous allez occuper pour la première fois votre logement, oui, il est aux normes. Et après, il y a des modifications qui se font à l'intérieur. J'ai vu, par exemple, faire l'extension de la cuisine. Voilà, l'architecture à l'intérieur, elle est un petit peu modifiée. Et sans tenir compte des normes de sécurité de la famille qui abrite ce logement. Maintenant, il y a une nouvelle mesure, comme je viens de dire, que les agents de Sonalgaz peuvent visiter les anciennes habitations qui ont subi des modifications. Et entre autres, dans les régions des hauts plateaux, par exemple, moi j'ai vécu à l'intérieur du pays. Je cite par exemple Tisemsilt, Chlef, Rilizan, Djelfa, El Bayad, là où il fait froid, vraiment froid. Les hauts plateaux, oui, c'est connu. Les gens, ils bouchent ils bouchent les bouches d'aération. Les bouches d'aération. C'est pour permettre de renouveler l'air constamment. Il y a la haute bouche et la basse bouche d'aération. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Pour éviter les courants d'air, mais après... Oui, voilà. C'est fait. L'architecte, s'il a conçu cette conception, c'est pour permettre à l'air de se renouveler. C'est ça. Mais par contre, la maman ou le papa, ils grelottent du froid, c'est des frileux, ils préfèrent boucher, éviter de renouveler l'air pour garder l'air chaud, et c'est mauvais. C'est mauvais, c'est un danger, il provoque un danger pour sa famille. Voilà, justement, Monsieur Tomé, à travers votre association, donc vous qui êtes proche un petit peu de la population large, qu'est-ce que vous faites sur terrain? Parce que finalement, c'est toute une éducation, hein, donc, et on s'adresse, parce que c'est vrai que c'est très facile d'aérer le matin, mais après, pour démonter son chauffage, pour aller le laver, donc tout ça, c'est une éducation, il y a des manières de le faire. Donc, qu'est-ce qui se fait sur terrain pour éduquer les gens, les informer aussi de l'importance de faire toutes ces opérations? Ce que nous avons déjà préparé à Tisemsilt, nous avons une association qui est très active, d'organiser des journées de sensibilisation dues au monoxyde de carbone. Nous avons également prévu d'autres journées d'études, d'autres journées d'information à Rilizan, à Chlef, à Tlemcen. Avant de rentrer sur ce plateau, j'étais avec le président de l'association de Tlemcen, qui est M. Ben Amar, Mohamed, qui est de Ilk, Ben Amar, qui porte d'ailleurs son nom de famille, de préparer au niveau des écoles, des établissements scolaires, des journées de sensibilisation. Il m'invite à participer, à l'accompagner durant cette période. Tlemcen également, il neige parfois les hauteurs, il fait très froid, et nous avons déjà envisagé d'organiser
organisé une journée d'information, de sensibilisation sur le monoxyde de carbone. Là où même Al-Bayad également s'est prévu une journée de sensibilisation et d'information sur le même sujet, nous avons pas mal d'actions. La wilaya de Béjaïa également, elle est dans le programme durant décembre et janvier. Nous allons intervenir rapidement. D'accord, donc ça un peu, ça nous sera avons un programme chargé. Votre programme. Ah oui, le programme. Voilà, tout au long de l'hiver, parce que là, l'hiver, vraiment. Et c'est déjà pratiquement installé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Tomi, pour tout ce que vous faites sur terrain, déjà, merci. pour tout le travail de sensibilisation que vous faites. Merci. Encore une fois, je vais relire votre fonction, hein, comme ça, je ne vais pas me tromper. Alors, merci encore une fois à vous, Monsieur Mohamed Tomi. Vous êtes directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs. Exact. Ça va, je commence à devenir une bonne élève. J'ai une bonne note. Merci beaucoup, Monsieur Tomi, à vous. Donc, je vous dis à très bientôt et belle continuation pour tout ce que vous allez entreprendre, surtout en faveur du consommateur. Je dis que les membres de la fédération, les membres du bureau de la fédération algérienne des consommateurs est au service public. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. On continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au sport en compagnie de notre ami Feria El Hamdi dans ce reportage et on se retrouve juste après. C'est une sensation qui leur avait manqué, faire du sport et transpirer collectivement. Un entraînement physique en pleine nature, encadré par les coachs professionnels venus de différentes wilayas. Cet événement a pour but non seulement d'inciter les gens à pratiquer l'activité physique, mais aussi à présenter beaucoup de disciplines qui sont aujourd'hui tendance et avec des coachs bien sûr qui sont certifiés dans leur discipline. Comme ça, le message passera qu'aujourd'hui on est contre le plagiat, que tous les coachs doivent être certifiés pour exercer leur domaine sportif dans les salles de sport. Ces coachs dirigent, motivent et corrigent. Il y a aussi des participants aussi qui sont venus en bus pour participer à cet événement. Inch'Allah, on espère vraiment passer ce message et faire des mises à jour, essayer d'évoluer le maximum dans ce domaine vu qu'il est pratiqué par une grande population algérienne de nos jours, que ce soit les jeunes et les personnes âgées. On aimerait vraiment éviter les blessures et que ces gens-là qui viennent pour se décompresser arrivent à atteindre leurs objectifs et d'être en bonne santé et en bonne forme. Voilà, on a essayé de regrouper différentes disciplines. Il y a le Strong Nation, Zumba, Taïbo, de différentes disciplines, histoire de motiver la majorité des Algériens, des femmes précisément, à avoir une activité physique. Alors il y aura 8 spécialités, c'est différentes spécialités de fitness. C'est des coachs de plusieurs wilayas. On va essayer de partager, on va faire un événement national. Très en vogue, ces dernières années, le métier de coach sportif séduit de plus en plus d'adeptes. السبور ما تقدر دير والو السبور سي صحتكم قبل ما تروحوا تسناو تروحوا للطبيب ولا تمرضوا باش يقول لكم فوالا لازم تروحوا تونتريني ولا نو لازم تونتريني انت لازم تتبع ان ريجيم اليمونتير اي راح يبدل لكم لو مود دو في كامل. Longtemps dédié aux sportifs professionnels et aux athlètes de haut niveau, le recours au coaching sportif personnel gagne du terrain et de plus en plus de personnes. Dans le plateau, c'était donc un reportage de Feria El Hamdi, elle qui s'est intéressée au coaching sportif en plein air. Ça donne envie, non? Oui, oui. Grave, franchement oui. En plus, vous êtes un grand sportif. Oh, un ancien sportif. Ah ouais, quand même. Toujours. Non, ça va, franchement, toujours. Hier, toujours. Je lui parle, il me dit, bon, ancien. Je dis, bon, d'accord, Ouais, excusez-moi. ouais. Après, je rentre avec un petit jeune comme ça. Non, ouais, merci. C'est gentil. Vous l'auriez compris, notre invité est parmi nous ce matin, Abdelhamid Boras. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, ravi. Ancien. Ancien cavalier. Ancien cavalier. Un cavalier cofondateur de Question et Show. Voilà, un très beau concept d'ailleurs que vous allez mettre. Inch'Allah. C'est un concept qui consiste en quoi? En fait, c'est un concept qui a vu le jour en fait, à travers une collaboration avec la Fédération équestre algérienne. Donc en fait, c'est un concept qui répond à des besoins
exprimés par la fédération. Donc pour redonner en fait un nouveau souffle au sport équestre et mettre des standards en fait en place en termes de matériel, en termes d'installation, en termes d'organisation surtout, pour mettre le cavalier en fait, le cheval et les clubs en fait dans de bonnes conditions pendant les concours, pour pouvoir en fait les laisser focus sur leur travail, sur leur monture. Alors justement, avant de parler encore, de s'approfondir un peu plus dans le concept lui-même, déjà l'équitation, est-ce que c'est une discipline qui est très développée, parce qu'on aime tous le cheval, hein, il faut dire, on aime tous, mais après, comme discipline, est-ce que c'est vraiment une discipline qui est bien ancrée comme d'autres disciplines sportives qu'on voit? C'est une discipline qui se développe en fait continuellement et qui commence quand même à prendre de l'ampleur en Algérie. Donc en fait, il y a beaucoup de clubs qui voient le jour, en fait, et c'est un sport qui prend pas mal. Après, enfin, ça reste un avis aussi. Oui. Je trouve que c'est un sport qui est méconnu et qui compte pas assez de licenciés au niveau de la fédération et voilà, qu'on pourrait faire découvrir en fait au public à travers justement ce genre de compétition. Voilà. À travers ce genre de compétition. Donc pour revenir un petit peu encore une fois au concept, donc c'est un concept vraiment d'initiation, de formation, d'information, d'éducation aussi, qui sera destiné à qui? Alors qui sera destiné en fait, qui sera en fait implémenté et greffé sur les compétitions organisées en fait et créées par la fédération. D'accord. Et en fait c'est un concept qui apportera en fait des solutions en termes d'organisation donc pour les cavaliers, pour les clubs. Pour les chevaux aussi, en premier lieu, et aussi pour pouvoir faire découvrir ça au grand public et en fait les mettre dans de bonnes conditions pendant les événements sportifs équestres, donc les compétitions. Donc en fait le but c'est de mettre les gens dans de bonnes conditions pour faire découvrir le sport et faire développer ce sport en fait en Algérie. Et donc tous les cavaliers peuvent bénéficier de ce concept? Bien sûr, bien sûr. C'est une plateforme qui est mise en ligne en fait pour le public, pour le grand public, pour les cavaliers aussi. Donc les cavaliers auront même un accès en fait privé, donc des comptes sur lesquels ils auront le déroulé de la compétition, le parcours exigé, le scoring en live, des notifications en fait pour les mettre au courant de leur ordre de passage et pas mal de fonctionnalités en fait faites justement et créées pour les mettre dans de meilleures conditions pendant la compétition. Alors voilà, donc on a vu un peu le travail de cette plateforme ou les fonctionnalités que la plateforme peut offrir donc, en termes de compétition, mais il y a aussi cet aspect que vous voulez un petit peu développer, c'est déjà instaurer la discipline autant que telle, la développer autant que telle, la faire connaître autant que telle, surtout donc la promouvoir encore beaucoup plus et surtout orienter vers de bonnes pratiques. Donc comment vous comptez faire cela? En fait à travers déjà une première édition donc, qui aura lieu en fait au niveau du club de la wilaya de Blida samedi 3, donc à partir de 8h30 et c'est une compétition qui sera... après-demain? C'est après-demain. C'est après-demain. Donc c'est une compétition qui est ouverte au public. D'accord. C'est une compétition en fait de dressage universitaire. Donc on aura des universitaires en fait qui participeront à la compétition. Le dressage est parmi plusieurs disciplines en fait dans le monde équestre. Ça allait être ma question justement. Voilà. Le dressage, qu'est-ce que c'est en Le dressage en fait c'est une discipline. On peut retrouver en fait le saut d'obstacle, l'endurance, les chevaux de course, les courses de chevaux pardon. Et le dressage, en fait, c'est une discipline qui consiste à effectuer des figures, en fait, imposées, donc ce qu'on appelle une reprise de dressage. Et en fait, c'est de mettre en avant la maîtrise de sa monture, en fait, avant tout. D'accord. J'ai une question qui n'a probablement rien à voir avec le concept lui-même, mais le cheval, il faut dire qu'il est ancré dans l'identité algérienne, il est ancré dans la société, dans la culture algérienne, n'est-ce pas? Le cheval, il a bien accompagné, j'ai envie de dire, le Méditerranéen aussi dans son évolution, aussi dans les résistances populaires, si on revient un petit peu à l'histoire. Et on voit un petit peu dans les films historiques la présence du cheval dans le film. Et bien entendu, la présence du cheval dans le film, c'est un dressage aussi, c'est un accompagnement. Est-ce que probablement, à l'avenir, vous compterez ou vous pensez à dresser peut-être des chevaux pour le cinéma? Pour le cinéma, oui, pourquoi pas. Après, je ne vous cache pas que là, on reste quand même focus sur... voilà, je vous ai emmené dans un autre domaine. Exactement. Sur un concept bien précis qu'on va essayer de développer. Et oui, pourquoi pas jeter un œil sur le sujet en question. Oui, ça pourrait être intéressant. Nous sommes en train de découvrir d'ailleurs les chevaux de Tiaret.
Là, je vais montrer des tialettes. Vous reconnaissez un petit peu? Un petit peu. Un petit peu, oui. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu un paysage à plein vue, donc c'est un peu méconnaissable. Voilà. C'est un paysage qu'on peut retrouver un peu partout. Donc voilà. Pardon. Donc en fait, déjà, on aimerait bien déjà inviter tout le public à assister à la compétition du 3. Donc c'est la première édition en fait du concept. Et on espère recevoir beaucoup de visiteurs. D'accord, mais sinon, se fait comment le financement de tous ces événements? Pour l'instant, en fait, on a été financé par une entité en fait privée. Donc c'est juste pour mettre en place en fait l'édition 1, la première édition. Et par la suite, on aimerait justement pouvoir avoir des partenaires. On lance un appel, pourquoi pas? Bien sûr, aux sponsors, pour avoir des soutiens en fait. Parce que voilà, le sport et la compétition nécessitent beaucoup de moyens. Et des moyens financiers, malheureusement. Voilà. Donc oui. Surtout l'entretien des chevaux aussi. L'entretien des chevaux, le matériel utilisé en fait pour la diffusion, pour justement faire de la compétition un show. Donc en fait, c'est un peu l'événementiel qui se mélange au cheval. D'accord. Donc il faut savoir qu'à côté, je suis professionnel dans l'événementiel. D'accord. Donc passionné du cheval, donc voilà, la conjugaison parfaite. Donc voilà. Effectivement. Alors, quelles sont un petit peu vos attentes de cette première édition? Donc, ça va être la première expérience? Première expérience, bon, après, je ne vous cache pas que j'ai fait beaucoup de compétitions étant jeune. Donc, il y a pas mal de maîtrise sur le sujet. Donc, franchement, je pense que ça va être une réussite. J'espère, on travaille jour et nuit pour. Et voilà, on le fait avec passion, on le fait pour le cheval, pour le sport équestre et pour la discipline, quoi. Donc vous avez dit que ça va se passer à Blida, c'est ça? À Blida, le 3, au niveau du club de la Messidia de Blida, à partir de 8h30. Le programme? Alors la journée sera divisée en 2 parties. La matinée sera consacrée à l'étape qualificative et l'après-midi à l'étape finale. Donc il faut savoir qu'on travaille en collaboration avec M. Mohamed Degaïchia, qui est chef de projet au niveau de la fédération et qui initie avec nous ce nouveau concept sur un concours en fait, où il intervient énormément. Donc voilà, on a reçu pas mal d'aides de la fédération, du club en lui-même, donc du club hôte. Et voilà, on tient à le remercier aussi de tout ce soutien et on espère avoir des éditions 1, 2, 3. Il faut s'installer maintenant, voilà, une véritable tradition maintenant, et pour le cavalier et pour le cheval. Inch'Allah, on l'espère tous. Les gens qui sont dans le cheval sont tous amoureux du cheval. Donc je pense que tout le monde va jouer le jeu et on arrivera à un bon résultat. Voilà, c'est ouvert au public? Bien sûr, bien sûr. Le public pourra venir. Tout le monde est bienvenu. Donc voilà. On sera un plaisir de vous recevoir. Inch'Allah, on fera partie de la partie. Inch'Allah. Voilà. Alors, mais sinon, donc ça va être la première édition, Inch'Allah. Par la suite, vous comptez, par rapport à la périodicité, vous comptez la faire une fois par an, une fois? Alors, tout dépend. L'organisation je ne vous cache pas que tout dépendra aussi du financement. Oui. Chose très importante et très délicate sur ce sujet. Donc oui, pourquoi pas travailler à l'année en collaboration avec la fédération pour pouvoir installer ce genre de matériel ou de compétences, on va dire, sur plusieurs éditions. Et on verra, ça se dessinera, Inch'Allah. D'accord. Donc toujours par rapport à ce concept-là, donc ça reste un concept. Donc c'est la première fois que vous allez. C'est un projet pilote. Voilà, c'est un projet pilote, exactement. Donc c'est un projet pilote. On voit un petit peu les avantages déjà pour les facilitations pour les cavaliers, mais quelle est réellement la valeur ajoutée par rapport à la discipline en tant que telle? Parce qu'aujourd'hui nous avons des cavaliers quand même qui participent à des compétitions. Donc quelle est la valeur ajoutée pour la discipline, mais aussi les retombées par la suite, parce qu'aujourd'hui c'est un projet pilote, mais il faut vraiment voir à long terme. Oui. Après, les gens qui bénéficieront en fait de ce projet en fait sont les cavaliers, les clubs, mais surtout le cheval aussi. Oui. En parlant de la discipline, oui, ça va aider à promouvoir la discipline. Ça va en fait donner envie aux gens de venir passer un week-end. Avoir une compétition dans de bonnes conditions surtout. Et voilà, faire découvrir la discipline, oui, je pense que ça va apporter un réel plus sur cet aspect-là. Donc promouvoir la discipline, oui, je pense que c'est un projet qui
qui a pour objectif déjà de promouvoir en fait. Voilà, alors donc, nous avons beaucoup parlé, M. Boras, de tout ce qui est compétition, donc on est vraiment dans le professionnel, hein, on est vraiment dans la professionnalisation de la discipline elle-même, mais qu'en est-il, parce que vous avez parlé des personnes qui viennent passer juste le week-end, donc pourquoi pas assister à ce genre de compétition, mais qu'en est-il des gens qui veulent s'initier, qui veulent avoir leur premier contact avec le cheval? Généralement, ça commence comme ça, hein, on a un premier contact, on découvre et après... Personnellement, ça a commencé en fait d'une balade à Zeralda. D'une balade, voilà. Donc ma maman en fait m'avait emmené, mes parents en fait nous emmenaient chaque week-end en fait faire des petites balades, et de là en fait il y a une espèce de virus en fait qui s'installe en nous. Voilà. Et c'est pour la vie, c'est pour la vie. C'est pour la vie. J'ai personnellement arrêté la compétition et le cheval pendant quelques années, pour des raisons en fait personnelles, donc études et carrière professionnelle, mais je finis par revenir dessus. Après donc voilà, après il y a beaucoup de clubs qui ont ouvert cette année, l'année d'avant et ces dernières années en fait, et les gens sont les bienvenus, et en fait il n'y a aucune condition pour accéder en fait à cette discipline. Votre objectif reste toujours la promotion. Donc s'il y a des gens qui veulent... Exactement, et on prévoira éventuellement des petits workshops, on va dire, d'initiation pour les visiteurs. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça reste une façon, encore une fois, de promouvoir. Exactement. Pouvoir proposer ça aux visiteurs. Je pense qu'on essaiera de faire ça pour samedi, Inch'Allah. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, nous avons parlé un petit peu tout à l'heure du cheval et du cinéma. C'est pas encore votre on va dire votre intérêt, mais probablement ça va venir. Mais là, on se pose aussi la question, on vous a déjà sollicité pour des scènes probablement de films, de cinéma? Personnellement, non. Après, j'ai des amis qui ont déjà tourné des petites séquences à cheval. Mais ça vous intéresserait? Franchement, oui. Franchement, oui. Le cinéma et le cheval, je pense que ça pourrait faire bon ménage. Ah oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous en tout cas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. On se donne rendez-vous alors le 3 décembre à partir de 8h? Samedi, oui. À partir de 8h. La finale commencera à partir de 14h30. De 14h30. Oui, elle se finira à 17h30. Mais sinon, l'événement, c'est à partir de 8h. C'est 3 heures de pur plaisir assuré. Ah bah certainement. En tout cas, merci beaucoup à vous, Abdelhamid Boras, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Equestrian Show. The Equestrian Show. The Equestrian Show. En tout cas, beaucoup de réussite pour cette première édition. Merci. Inch'Allah, on vous recevra chaque année, pourquoi pas, pour d'autres éditions. Inch'Allah. Donc je vous dis à bientôt. Entre 2 années, probablement, pour nous dire un petit peu l'avancement du projet. Ça marche, je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Et belle journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. On continue. Ça va être pause musicale cette fois-ci. On se retrouve pour la dernière station de cette matinée. À tout de suite.
est de retour sur le plateau. Très très belle chanson. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'art puisque dans quelques instants, au niveau de l'Opéra d'Alger, vous pourriez aller bénéficier d'une très très belle exposition qui se tiendra jusqu'au 3. Nous en parlons en compagnie de l'organisatrice que nous avons, une habituée d'ailleurs du plateau. Elle fait partie de la famille aujourd'hui, Lydia Ladjouzi. Bonjour Lydia. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien, je te remercie. Surtout aujourd'hui. Surtout spécialement aujourd'hui. Spécialement aujourd'hui, demain et après-demain. Effectivement. N'est-ce pas? Ah non, c'est. Alors le rendez-vous se renouvelle, Lydia, comme à l'accoutumée cette fois-ci. Oui, et c'est un rendez-vous qui me tient à cœur parce que chaque année, depuis vraiment des dizaines d'années, décembre marque, on va dire, la finalité de toute l'année, du travail de toute l'année. Donc ce mois-ci, il va y avoir plusieurs événements. Et aujourd'hui, à 13h, au niveau de l'Opéra d'Alger, débute notre exposition dédiée aux cadeaux de fin d'année. Voilà. Donc là, c'est la clôture d'une année très riche, très difficile. On a essayé de tenir bon par rapport à tout ce qui s'est passé. Effectivement. Nous les Algériens, nous les artisans algériens, artistes, plasticiens, créateurs. C'est vrai que épisode sanitaire, les premiers qui ont été profondément touchés. Ça fait 3 ans entre la crise du pays et la situation sanitaire qui était très compliquée pour notre catégorie de créateurs, de travailleurs. Donc là, on ressent un petit redémarrage. Bon, c'est pas assez, mais on ressent et ça nous fait tellement plaisir de se remettre dans le bain. Ça motive, effectivement. Exactement. Alors, pour cette fois-ci, ça va être 3 jours de pur bonheur artisanal, il faut le dire comme à l'accoutumée. Donc, on va trouver un peu tous les domaines d'artisanat. C'est un week-end artistique, c'est pas juste une exposition d'artisanat. D'accord. Donc, il va y avoir, bien sûr, une large palette, une 50aine de créateurs qui vont être sur place, des artisans, des plasticiens, donc dans la confiserie, dans le prêt-à-porter, dans la céramique. Là, je vous donne quelques petits détails. Hein. Il va y avoir aussi donc, des luminaires. C'est très très riche et très diversifié. En plus de ça, au niveau de la galerie de l'Opéra, il va y avoir une exposition de plasticiens, comme je vous ai dit, d'artistes peintres. Il va y avoir une vente dédicace d'auteurs. Il y a toujours des livres avec nous. Et sans oublier les 2 concerts de ce week-end. Celui de ce soir avec Souad Asla et le Malbcharia. C'est pour ça que je vous ai dit c'est un week-end culturel qu'on fait. C'est pas juste une exposition. Quand on vient, non seulement on se divertit, on se cultive, on découvre notre art, nos traditions. C'est tellement riche. Il y a on ne ramène pas juste un secteur, par exemple, juste la confiserie ou du chocolat. Non, il y a tellement de choix. Il y a du mobilier, il y a de la tapisserie. Et justement, tu nous as ramené quelques objets aujourd'hui sur le plateau. Mais c'est vraiment 0,01% de ce qu'on va voir sur les... Même pas. C'est juste pour montrer quelques petits objets, mais c'est tellement plus diversifié pendant notre exposition. Mais ce qui est très enrichissant, Lydia, j'en témoigne, parce qu'à chaque fois je viens visiter l'exposition. Ce qui est très enrichissant, c'est un petit peu ce contact direct avec l'artisan. Parce que c'est vrai que lorsqu'on va dans un magasin, on achète parce que j'ai envie de dire, le vendeur, il reste un peu ce relais entre le client d'une manière générale et l'artisan. Mais l'exposition, nous sommes en contact direct avec le créateur. Même pas on ressent finalement toute cette passion, tout le savoir-faire. On comprend mieux probablement l'objet, parce qu'il y a des choses qui sont faites parce qu'on a envie de faire passer un message particulier, n'est-ce pas? Tout à fait. Pendant mes événements, donc avec Monsieur Khlifati, on essaye de donner l'authenticité durant nos événements. Non seulement c'est des objets 100% faits en Algérie, avec des créateurs algériens, et vous avez affaire directement à l'artiste lui-même. Non seulement pour les personnes qui sont passionnées ou même pas du tout, là vraiment vous pourrez poser des questions, ça peut donner des vocations, et en plus de ça, lorsque vous achetez de chez un artisan, et je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à encourager tout ce que vous voyez, à vous faire plaisir. Non seulement
vous encouragez un artiste, mais toute sa communauté. Un artisan, quand il travaille, un artiste, un créateur, c'est pas juste, ça s'arrête pas à son niveau. Moi, en tant qu'artiste peintre, ou bien avec mon mari qui fait du recycle art, on achète du bois, on achète des tapis, on achète des outils. C'est tout un cycle, finalement. On fait travailler toute une communauté. Toute une communauté. Et en plus de ça, ce sont des prix ateliers, c'est pas des prix magasins. Et il y a pour toutes les bourses. Et on peut en parler avec l'artisan. Si on a envie d'un objet et que ce n'est pas dans nos moyens, est-ce qu'il y a moyen de le faire avec notre bourse? C'est tout cet échange-là. Un artisan, il travaille avec le cœur et il n'hésite pas à se mettre, c'est-à-dire au service de celui qui va se faire plaisir en achetant cet objet. Alors Lydia, justement, il y a eu, en ce moment, pendant qu'on parle, il y a des photos qui défilent, donc des photos des objets d'une manière générale qui seront exposés. Alors ce que je retiens toujours de toi, Lydia, c'est que pour l'exposition, tu es très exigeante, n'est-ce pas? Très exigeante sur le plan qualité, sur le plan finition, sur le plan Il le faut, parce qu'on peut faire. On a, c'est-à-dire accepter, juste pour accepter un artisan, il ne veut pas faire d'efforts, parce que ce n'est pas une question de moyens. Je le dis à chaque fois, ce n'est pas une question de moyens. On a des artisans qui débutent leur travail avec 2000, 3000 dinars. Ils achètent. Alors ça, c'est un peu le coup de cœur de notre réalisateur. Hein. Là, ça, c'est le coup de cœur de notre réalisateur Crémo. Oui, il faut venir découvrir tout ça. Et là, vous avez peut-être une dizaine de photos et on est une cinquantaine. Voilà. Une cinquantaine de différentes wilayas. Donc, n'hésitez pas à venir. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas une question de moyens. C'est ça. C'est une question de technicité. Il vaut mieux faire quelques objets bien finis que d'en faire beaucoup et finalement, ce n'est pas la bonne valeur. Et je suis exigeante. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent ont l'habitude de voir, quand ils se font plaisir, l'objet ne va pas se casser au bout d'une semaine. Et quand ils vont l'offrir, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, on est fiers de notre savoir-faire. Et l'art et l'artisanat, maintenant, a sa place dans notre économie. Et justement, parce que l'art et l'artisanat a sa place et s'impose de plus en plus, donc il y a toi déjà qui fait ces magnifiques événements. Il y a un peu des événements comme ça qui rassemblent les artisans, qui leur donnent une visibilité aussi, qui leur donnent. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. J'aimerais bien interpeller. De toute façon, on va en parler. Tout le territoire, il n'y a pas assez. Effectivement, moi je rêve de faire une tournée. Mais c'est très compliqué. Alors, nous allons en parler justement de l'importance de mettre en valeur et de mettre en lumière tous les artisans à travers le territoire national, mais d'autres, comme tu le dis si bien, c'est pas beaucoup, mais elles sont là, des initiatives. Donc cette fois-ci, nous avons eu le Salon national de l'artisanat, donc qui s'est tenu à la SAFEX, là où il se termine demain. Qui se termine demain, voilà. Donc là où il y a eu quand même une jolie, j'ai envie de dire, participation des artisans. Je vous laisse voir ce reportage. Donc c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressé donc au Salon national de l'artisanat. On se retrouve juste après. Dans sa 23e édition, le Salon international de l'artisanat traditionnel offre aux visiteurs un éventail de la production traditionnelle algérienne et étrangère. Les artisans présentent les plus belles pièces et créations. Certains restent attachés au savoir-faire ancestraux. Malika Laouni, une artisane qui revisite des techniques millénaires pour faire profiter une clientèle plus jeune. C'est une occasion pour nous, pour présenter notre savoir-faire, tout ce qu'on a fait durant l'année, tout ce qu'on a préparé pour chaque saison. Il y a la saison hiver et la saison été. Alors cette fois-ci, nous sommes venus avec une belle collection de prêt-à-porter, des manteaux, des kashabiyas, des capes. On a fait de la création, on a essayé de faire une démarche pour valoriser nos produits, et comme ça on aura toutes les catégories de gens qui aiment, des jeunes, des gens qui m'engoulent à un certain âge, qui aiment notre travail et qui aiment porter nos articles.
Vêtements traditionnels, céramique, dinanderie, bijouterie, tapisserie ou encore le travail du bois ou du verre, des métiers qu'il continue à préserver. Yassine aime le travail manuel sur bois. Démonstration. نمارس في حرفة تاع الجدود حرفة ورثناها يسمى من الجد الأب داير اتولي فيفون لهنا الأولاد قادرين الأولاد يجيو يشوفوا كيفاه والكبير الناس الكبار نعت لهم كيفاه راهي القصعة تخدم القصعة أنا نخدم في القصعة التقليدية تاع بكري مش تاع دوكا ميم دوكا رانا نخدموا بلا ماشين ونخدموا وشنهي الحاجة التقليدية تقعد عندها نكهة خاصة. Outre les 200 artisans nationaux, 56 autres artisans étrangers de 9 pays représentent la Tunisie, l'Égypte, le Sahara occidental, l'Afrique du Sud, le Pakistan, le Mali, la Mauritanie, la Palestine et le Niger. J'essaye de créer des robes tunisiennes modernes, joindre l'artisanat avec la modernité. 7 ans, 8 ans comme ça, j'ai vu mon famille. Tout le travail ça, comme ça. Donc ce n'est pas les affaires qu'on prend avec la route comme ça. C'est traditionnel. Depuis des années. C'est ça. Cette manifestation est un espace pour promouvoir, commercialiser et échanger les expériences avec les différents acteurs de ce domaine. À visiter jusqu'au 2 décembre. Et voilà, le Salon national de l'artisanat donc se poursuit jusqu'à demain et aujourd'hui l'Opéra va accueillir donc encore une fois l'exposition artisanale. Alors Lydia, on parlait de l'importance justement de mettre en lumière tous ces artisans. Ils sont un petit peu dans leur coin, dans leur cocon et pourtant ils font un travail tout juste merveilleux. Je dirais même exceptionnel. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons un grand pays avec des traditions, des us et coutumes totalement différentes. Et là, ça se sent dans la nouvelle génération qui veulent rallier tout ce patrimoine avec le goût de la modernité. Donc tout ça, c'est à encourager et c'est à garder, à chérir. Pourquoi? Parce que c'est aussi notre identité qu'on pourra encore laisser aux générations à venir. C'est comme ça l'évolution des traditions. Rien ne s'est créé par magie. Ce sont des idées, ce sont des efforts. Donc il faut venir encourager, découvrir, pas forcément acheter, mais venir découvrir, prendre le carte. Et quand on en a envie... discuter avec l'artisan, ce que je disais tout à l'heure, rien que discuter avec lui, c'est déjà un grand enrichissement. Oui. Effectivement. Alors Lydia, un projet pour faire le tour de l'Algérie, c'est ça? J'en rêve. D'après ce que j'ai compris? J'en rêve. Je le faisais seule, mais c'est pas évident. De le faire voilà, itinérante avec ses propres moyens. Je peux vous dire que c'est très compliqué, mais j'en rêve, j'en parle. Je ne sais pas s'il va y avoir une oreille qui va m'entendre. Probablement, qui sait? Parce que ce soit nationalement ou internationalement, c'est notre réalité. Nous, on le sait qu'on n'a pas une aussi grande visibilité. Le monde ne connaît pas, ils connaissent nos chers voisins dans leur savoir-faire, mais nous, il y a encore un manque. Et quand ils viennent découvrir, ils sont ébahis parce que c'est juste extraordinaire. Extraordinaire, il faut voir juste rien qu'à voir les finitions, rien qu'à voir la diversité. La diversité, même dans le même domaine, une très grande diversité. Si on prend juste la céramique, déjà chacun il va exprimer de façon très différente. Unique. On est connu. Pour ceux qui s'intéressent à l'art et à l'artisanat, l'Algérien est connu pour son savoir-faire, mais on aimerait encore plus faire connaître tous ces talents, toute cette richesse à l'international. Voilà, ça mérite. Justement, il faut dire aussi que Lydia, lors de tes expositions, tu donnes aussi l'occasion aux artisans donc, des 4 coins du pays de venir, venir exposer. Donc ce ne sont pas que les artisans. C'est même ma priorité. C'est ça. Avant le Covid, je sillonnais le pays
avec mes petits moyens, mes petits voyages. Et c'est comme ça que j'arrivais à dénicher des petites pépites et avec ma petite expérience, les aider à améliorer et à diffuser leur savoir-faire. Voilà. Et c'est aussi une question de solidarité. C'est vrai. C'est une question, il faut garder cet esprit que le marché algérien est vierge, il faut être solidaire. L'artisanat et la création n'appartiennent pas à une personne, mais il ne faut pas copier, il faut diversifier et être solidaire. On n'est pas assez. Pour un pays aussi grand que le nôtre, on est une petite minorité. Hein. Il faut avancer tous ensemble et on peut être une très belle force et casser la baraque. Voilà, tout simplement. Alors, rendez-vous pris aujourd'hui à 13h. Et après-demain. J'aimerais rajouter quelque chose. Dans 15 jours aussi? Oui, pas 15 jours, dans une semaine. Dans une semaine, En fait, on a décidé de faire plusieurs programmes. Voilà. Donc, sur ma page L'éclat de verre, vous pouvez avoir déjà les 2 prochaines dates. Donc, il y a ce week-end, 1er, 2 et 3. Le 8 et le 9, le 10, toujours à l'Opéra. Fin d'année, on sera à Oran. Donc, et aussi, pourquoi ça me tient à cœur cet événement, il y a la tombola. Chaque artisan, il offre un cadeau. Donc, toutes les personnes qui vont nous rendre visite gratuitement pourront s'inscrire à cette tombola. Et le samedi, pour notre clôture, on fera les tirages au sort et que le meilleur gagne de beaux lots. Encore une fois, Lydia, belle réussite pour ce beau rendez-vous. Donc, rendez-vous pris aujourd'hui, demain et après-demain et le week-end prochain. Encore une fois, Lydia, merci beaucoup. À plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure, exactement. À tout à l'heure. Elle sait que je vais aller faire un tour. Exactement. Merci beaucoup, Lydia. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Exactement. Déjà. Et puis, à bientôt pour d'autres événements. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Lydia. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai demain à partir de 8h. Au revoir. Portez-vous bien.